Pouf. Ah, c'est parti. Voilà. On va attendre que certaines personnes arrivent. Il y a déjà des gens. Ah ouais, c'est marrant ça sur l'iPhone. Je ne vois que moi. Je vous vois pas, Jérôme. Alors, Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. bonsoir. Donc on est avec Jérôme Détienne. C'est quoi que CAEN, Jérôme? Je me pose la question depuis tout à l'heure. Alors, ça, c'est parce que je me suis servi de Zoom à l'époque où, donc en Normandie, je faisais partie donc de l'aquaculture normande et nous avons créé donc une association professionnelle pour les aquaculteurs ne faisant pas partie des aquaculteurs atypiques. Et cette association a été appelée le CAN, le comité aquacole émergent normand. D'accord, j'ai Et donc compris. ça, oui, c'est resté mon identification à première vue sur Zoom. Donc, il faudra Ah que je... bah, tiens, il y a Alain Dudé qui est là, hein. Salut Alain, tu as réussi à arriver à temps. Donc on est avec Jérôme Détienne et Xavier, qui est un passionné d'hippocampe depuis toujours, qui Un voulait passionné frustré, hein. passionné frustré. Donc on va parler de tout ce qui concerne les hippocampes. Donc déjà, Jérôme, je voudrais te demander un truc. C'est quoi un hippocampe? C'est un poisson? C'est quoi? Alors, c'est un poisson. Ça, c'est vrai que c'est souvent une question. Ça, c'est parce qu'il y en a effectivement qui ont du mal à accrocher l'hippocampe parmi les poissons. C'est un poisson. C'est un poisson, donc c'est un vertébré, ce qui fait qu'il est selon toutes les règles des vertébrés et tout, donc il oblige à un certain nombre de choses. C'est donc un poisson qui est protégé, liste 2 de la Convention de Washington, donc pour lequel, quand on en a des quantités importante, donc il n'y a pas cette notion-là, c'est une notion un peu difficile. Pour pouvoir l'élever et pour pouvoir le revendre ou le céder, il faut être capacitaire pour pouvoir donc euh, avoir ces hippocampes. Donc ça veut dire que quelqu'un qui voudrait faire un aquarium d'hippocampe chez lui, il faut qu'il soit capacitaire. Non, pas pour avoir un aquarium. S'il a un aquarium d'hippocampe avec quelques hippocampes et qu'il ne fait pas de la reproduction avec de la cession de reproduction, il n'a pas besoin d'être capacitaire. D'accord, entendu. Ça, c'est très clair. Entendu. Tiens, il y a Fab Corail aussi qui regarde, dis donc. Il y a, Ouais. tout le monde regarde les lives du Plein de récif. gens que je connais, Ouais, effectivement. non, mais tout le monde regarde les entretiens du récif, de toute façon. Hmm. On attaque le PDF, Jérôme? Alors voilà, Allez. donc voilà, élevage, reproduction, donc ça fait depuis 1992 qu'on est passionné par les hippocampes. Donc à travers le premier site qu'on avait monté, aquario.net, sur lequel il y a maintenant tout notre historique. Et puis après, on est devenu Écurie Marine, donc avec le site Écurie Marine où il y a donc tout ce que l'on a fait en Normandie. Et puis on commence à y mettre quelques petites choses sur la Charente, mais bon, on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps à consacrer depuis qu'on a déménagé. On a passé tout notre été à déménager. Ça a été un très, très gros boulot. Et donc là, ça y est, on est installé depuis 2 mois. La motivation du déménagement, c'est quoi? C'est le climat? C'est d'avoir des locaux plus grands? C'est un rapprochement familial? Alors, la motivation, c'est à la base d'avoir l'eau de mer au robinet. Ah oui, C'était le premier truc. ça c'est intéressant, ouais. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en Normandie, on était à 10 km de la mer. D'avoir de la surface pour avoir des bassins et pouvoir produire de la nourriture. Donc la nourriture des hippocampes, c'est en particulier pour nous les mysis. Donc produire des mysis en bassin extérieur et produire des mysis aussi en bassin intérieur. Et donc, eh bien, on a cherché. Ma chérie, ayant vécu à La Rochelle quand elle était jeune, bah, oui, ça l'intéressait. Donc, on a regardé l'île de Ré. Et l'île de Ré, tout le monde nous a expliqué que ce n'est pas la peine. Les gens ne sont pas propriétaires de leur bassin. Donc, dès qu'on touche à un bassin, il y a un an de procédure pour changer la profondeur ou le volume. Donc, ce n'était pas jouable. On est donc revenu sur le continent. Et puis, bah, il a fallu qu'on trouve quelque chose.
Et on a réussi à trouver, donc en prenant contact avec des maires, donc différents maires donc, le long de la côte. Et puis, il y a eu le maire de Marcilly qui nous a dit qu'il avait des choses et ça ne nous convenait pas, il n'y avait pas les bassins. Il nous dit, ah bah, attendez, j'ai un copain, le maire des Landes, juste au-dessus. Ah bah lui, il dit, j'ai des choses et tout. Il a mis son policier municipal qui nous a ramené une liste de possibilités, donc de terrains qui potentiellement pouvaient être vendus. Et Génial. on a trouvé donc ce terrain avec 10 000 mètres carrés de bassin Ah ouais, et un bâtiment de 300 mètres carrés. ah ouais, ça rigole plus là, hein. Voilà, Est-ce que donc tu on reviendras change sur d'échelle. l'élevage? Tu reviendras sur l'élevage des Mésis plus tard dans la présentation Oui, tout à fait. Ok. L'élevage des Mésis, pour nous, c'est une très, très grosse partie de la partie élevage des hippocampes parce que c'est indissociable. Les Mésis, c'est quand même la nourriture de 80% des poissons. La production de Mésis, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui font de la production de Mésis. Il y a un Polonais qui en fait régulièrement, il y a quelques autres qui en font, mais très, très peu de monde. C'est très peu connu. Alors qu'au niveau aquaculture, ça devrait pouvoir permettre des très, très gros développements sur des poissons qui sont difficiles. Ok. Ok. Voilà, donc vas-y, passe la page. Voilà, donc ça, c'est les espèces que l'on a eues ou que l'on a encore. Donc, ceux que l'on a encore en ce moment, c'est Erectus zostera. On a eu des très, très beaux rédis qu'on a perdus malheureusement. Donc, une souche où on était arrivé en 7e génération. Donc, et pour des raisons, ma femme s'étant fait opérer. Bon, il y a toute une histoire et tout qui font qu'on a arrêté la reproduction. Quand on a voulu reprendre, ils n'ont jamais voulu reproduire et on a perdu la souche. On a eu des cudas, on en a encore quelques-uns. On a eu des coms, on n'en a plus pour l'instant. Les coms, on en a gardé pendant une dizaine. Il y a eu des animaux qui ont vécu une dizaine d'années, donc ça vit très vieux. C'est par contre un hippocampe qui est quand même un poisson qui est quand même compliqué. Tout ça, c'est que des hippocampes tropicaux? Alors, tout ça, ce ne sont que des tropicaux. Par contre, à la base, on a commencé en 92 avec du local. On a commencé avec Hippocampus gutulatus. Les deux venaient du bassin d'Arcachon. Ils avaient été faire un stage à la fac de Caen et arrivé à Pâques, il fallait trouver quelqu'un pour s'en occuper. Et le copain qui était en charge de tout ça et tout a appelé ma femme qui a dit bon, oui, ça m'intéresse. Donc, moi, je faisais de l'aquario d'eau douce depuis tout petit. Et donc, le soir, quand je suis rentré à la maison, il y avait dans l'ascenseur un aquarium, des bidons, des seaux et tout. J'ai dit, oh, ça pue. Et voilà comment on a démarré. L'eau de mer en 92. Et ma chérie s'étant bien occupée des hippocampes, alors qu'ils n'avaient pas reproduit à la fac, elle les a fait reproduire. Et en 92, il a fallu trouver à élever les hippocampes parce qu'elle a dit, mais il est hors de question de laisser ces petites bêtes. Moi, j'ai élevé des kilis, donc bon, c'était quand même pas tout à fait la même chose. Non. Et là, il a fallu trouver le mode d'emploi et on l'a trouvé à l'époque. Génial, Ok. vraiment génial. Les zostera, tu en as encore actuellement? Parce que c'est quand même des hippocampe très particulier, quand même, le On zostera. t'entend pas bien, Xavier. Ouais, Zosterae, oui, on en a encore quelques-uns pour l'instant, mais on n'a pas de quoi faire de la diffusion. Ok. Vous m'entendez mal? C'est une C'est petite bon, là, merveille. c'est bon. Ok. Voilà, On passe. vas-y, qu'est-ce qu'il y a sur la diapo suivante? Voilà, c'est bon, ça c'est voilà. Donc là, on a fait le tour de ce diaporama-là. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu nous mets, tiens, mets-nous un peu de Misis. Tu mets la 56-45 56-45. en bas. En bas? Ouais, tiens, là. Hop, t'es passé dessus, celle-là. Ouais, voilà. Attends, 40? 56-45, Misis en cuve, Misis cuve 3. Là, en haut à droite. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est une vue donc, de l'intérieur de notre bâtiment. Hein, donc, cette vue-là, donc ça nous montre la différence par rapport à avant. Autrefois, on était avec des petits aquariums et tout. Et là, notre but, c'est ça, c'est de développer. Donc, c'est des cuves qui font un peu plus de 600 litres. C'est de développer la production de Misis dans ces cuves-là, donc dans des cuves qui font 600 litres. Ah ouais. Et les Misis que vous développez, ils sont à usage strictement hippocampe ou vous les commercialisez pour les aquarios? Alors, pour nous, en consommation directe, c'est à l'usage hippocampe. On a quelques autres poissons, puisqu'on a des ptéropogons, on a des clowns aussi avec, et puis on aura sûrement d'autres espèces. Notre but, ça va être de les commercialiser en tant que souche pour d'autres poissons.
Donc, tu peux prendre la 56-43, donc, qui doit être un peu plus bas. Voilà. Donc ça, voilà. Donc ça, alors, en ce moment, on a un stagiaire qui vient nous aider. Donc voilà, la grosse différence, c'est que maintenant, on travaille au transpal et donc on est en train d'installer, de préparer les cuves pour pouvoir mettre en marche toute cette Et installation-là. donc tout ça, c'est rempli à l'eau de mer de l'île de Ré, enfin de Charente, quoi, de Vendée. Voilà, tout ça, c'est l'eau de mer de Charente. Donc, on a une arrivée d'eau sur le côté de notre bâtiment. Alors, si on veut montrer l'arrivée d'eau, tu dois pouvoir nous mettre une photo qui est en haut qui s'appelle EM Nord Live. Ouais. Donc voilà, ça c'est le nord au nord du bâtiment, juste au nord. On voit au fond la route, donc la mer est juste derrière de l'autre côté de la digue. Et ça, c'est notre arrivée d'eau, ça c'est notre chenal. Donc on a une buse de 400 mm de diamètre qui amène l'eau dans notre terrain et qui diffuse donc sur les 10 mm² que l'on a de bassin, notre eau de mer. Et ça va même un peu aussi au fond. Donc, on a des bassins qui sont en commun avec les voisins et tout. C'est très compliqué. Donc, Est-ce que l'eau de mer subit est filtrée avant son usage ou... alors, à ce niveau-là, elle est brute. On est sur la baie de l'Aiguillon. Donc, il y a une petite chose quand même, c'est que c'est une eau qui est très vaseuse. Donc, en fait, ça rentre une eau qui est relativement vaseuse, qui est très chargée. Elle part dans les clairs, elle remplit des bassins, entre autres une claire de stockage qui doit faire à peu près 300 mètres carrés. Et donc, on la laisse décanter dans cette claire de stockage pour avoir de l'eau qui est propre. Et donc, on récupère de l'eau propre après qui va revenir dans nos bassins. Donc, votre filtration, c'est les huîtres, quoi. Donc, la filtration, c'est les huîtres qui font du boulot à côté et tout. Après, donc, dans les bassins, donc j'ai un bassin de stockage intérieur qui fait 20 mètres cubes, dans lequel on prépare l'eau, avec un écumeur qui tourne dessus, et puis juste une agitation. Et ensuite, j'ai un bassin qui fait 7 mètres cubes, et ce bassin de 7 mètres cubes, c'est la réserve d'eau pour les hippocampes. Donc ça, ce bassin-là, il est fourré mon bassin de 7 mètres cubes. Qu'est-ce que tu as d'autre? Hop. Non, attends, je cherche. Il faudrait prendre une des vues. Est live? Non. Est. Tu peux mettre Est live, oui, ça va te permettre de voir un peu voilà. Ouais. Voilà, Est live. Alors là, donc voilà, là vous avez la vision depuis la caméra qui est sur l'immeuble. Donc avec les premiers bassins, donc les bassins en béton. Donc ça, ce sont les premiers bassins qui sont auprès du bâtiment. Sur la gauche, vous avez notre petit chenal qui part et qui alimente les deux grandes claires qui sont au fond, qui font près de 100 mètres de long. Et la claire intermédiaire qui est donc après la petite structure qui sert de couverture, là le premier rectangle que l'on voit, donc c'est celui-là qui sert de stockage pour la décantation. Les bassins en béton qui sont au premier plan, c'est dans ces bassins-là qu'on a commencé à implanter nos souches de mysis. Donc dans ces bassins-là, on a deux souches de mysis, une qui est Praunus, qui est un grand mysis, donc qui est celui que l'on connaissait déjà en Normandie puisqu'on l'élevait déjà dans notre bassin de 7 mètres cubes. Et dans le deuxième bassin en béton, on a la souche de mysis locale qui est donc Neomysis integer, qui lui est un petit mysis qu'on a donc récupéré. Il vient directement dans notre chenal, on l'a vu, on l'a attrapé à l'entrée et on l'a rattrapé dans nos clairs à nous, il est là en naturel. Donc on l'a implanté dans nos bassins en faisant très attention surtout de ne pas mettre de prédateurs parce qu'il faut qu'on gère nos prédateurs. On a vu par exemple que dans les bassins, dans un des bassins du fond, il y en avait. Et puis le problème, c'est qu'il y a aussi des poissons et les poissons, ils ont bouffé les mysis. Donc il faut qu'on gère tout ça. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Il faut qu'on apprenne
à travailler avec la marée, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, à travailler avec les coefs de marée, tout ça. Donc, c'est… Les mysis qu'éventuellement on pourra trouver en provenance de l'écurie marine, ils pourront servir exclusivement de nourriture ou ils seront possiblement utiles pour ensemencer un bac après acclimatation des bestioles? Alors, non, ils ne permettent pas d'ensemencer un bac parce que ce sont des mysis locaux, donc ce sont des mysis Voilà. d'eau froide. Donc, on ne peut pas les élever dans les aquariums dans lesquels on a des poissons tropicaux. On a par contre une souche de mysis tropicaux donc, que l'on a avec les hippocampes éventuellement. Cela, il va falloir qu'on voit pour retravailler, essayer aussi de la développer et de pouvoir l'implanter. Alors, par contre, ça présente un inconvénient d'avoir des mysis dans un aquarium. Si vous avez des mysis dans un aquarium, vous n'avez plus de microfaune. Ils bouffent les copépodes, ouais. Ils bouffent tous les copépodes. Hein. Les mysis, nous, on a une gestion donc, de toute notre nourriture. Hein. Si l'on regarde quelque chose comme image la 5504. Alors, Vas-y, descends, voilà. 50, hop, elle était là, elle est au-dessus. On monte, voilà, la 5503 ou 04. ok. Voilà, donc ça, ce sont les aquariums que l'on a dans le bâtiment. Donc, ces aquariums-là sont en zone dite froide, ce n'est pas une zone qui est chauffée. Donc, ça, c'est la zone où on a tous nos copépodes. Les deux premières batteries sur la gauche, ce sont des copépodes, c'est un petit copépode blanc, donc un petit cyclopoïde. Les deux batteries sur la droite, c'est du Tigriopus, donc que l'on a dedans. Donc là, on a deux souches. Tigriopus californica? Hein, donc le Tigriopus, c'est le local, donc c'est le Tigriopus brevicornis. D'accord. Hein. Donc on a pour l'instant que des copépodes locaux. On n'a pas de copépodes exotiques. Ok. Est-ce qu'on peut, Jérôme, aborder la partie justement nourriture si on achète des hippocampes? Est-ce que tu veux qu'on aborde maintenant le côté nourriture? C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que tu conseilles pour nourrir des hippocampes, puisqu'on sait que c'est quand même des animaux assez exclusifs en termes de type de nourriture? Tout à fait, tout à fait. Donc, l'hippocampe, alors, il faut savoir que l'hippocampe, en fait, à la base, son nourrissage, c'est exclusivement les crevettes. Bon, quelques-uns sont capables de manger quelques petits poissons éventuellement, bon, mais sinon, c'est des mangeurs de crevettes. Par contre, il faut des crevettes impérativement à carapace molle. Donc, ça peut être des tout petits gamards, ça peut être des bébés de crevettes éventuellement, et c'est surtout du mysis ou de l'artémia éventuellement, l'artémia étant aussi une crevette. L'artémia, ce n'est pas nécessairement une crevette marine, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est bon, mais ce n'est pas le top. Le top, c'est quand même le mysis. Nous, quand on vend des hippocampes, on ne vend que des hippocampes qui sont éduqués à manger du mysis décongelé, hein, parce que c'est notre base, le fait que les gens puissent les maintenir après plus facilement, aussi bien les aquariums publics que des particuliers. Donc, par contre, on stimule nos reproducteurs avec du mysis vivant. Ok. Alors, j'ai pas mal de questions, toi, Jérôme, par rapport à ça, en fait. Ouais. La première, c'est de se dire, les mysis congelées, celles qu'on achète en fait dans le commerce aquariophile, est-ce qu'elles sont de qualité suffisante, notamment en termes d'acides gras, par exemple polyinsaturés, pour pouvoir nourrir avec efficacité des hippocampes qui sont quand même exigeants au niveau de la qualité nutritionnelle de ce qu'ils mangent, quoi, en fait? Tout à fait. Alors, oui, globalement, quand on est sur aujourd'hui, les mysis qu'il y a sur le marché, globalement, c'est des mysis qui sont quand même de bonne qualité. On trouve aux États-Unis, par contre, en complément, entre autres, une marque de mysis qui est des mysis d'eau douce, mais on ne les trouve pratiquement pas en France. Et donc, c'est toujours gênant de nourrir exclusivement des animaux marins avec des animaux d'eau douce, mais du mysis, en particulier, bon, moi je tourne avec les grandes marques, hein, donc en plaques. Évidemment, quelquefois, dans certaines dans les petits cubes, on peut tomber sur des petits cubes où il n'y a pas grand-chose, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que le mieux, c'est quand même de prendre les plaques de 500 grammes ou de choses comme ça. C'est quand même, ou d'1 kilo, c'est quand même mieux, on a une meilleure qualité de produit. Hein.
Ok. Et est-ce qu'il est nécessaire en tant qu'aquariophile en fait d'enrichir en fait les mysis congelées en les, je sais pas, en les faisant tremper dans du Selco, dans des produits on va dire riches en acides gras? Est-ce que c'est nécessaire ou pas du tout? Alors, moi, j'ai une position qui est un peu, qui est peut-être pas, tout le monde n'est peut-être pas d'accord. Le fait de faire tremper, je ne suis pas certain que ça apporte grand-chose et je ne suis pas certain que le mysis soit une éponge qui absorbe les acides gras. Ok. Alors que j'utilise des Selco et des choses comme ça pour nourrir mes copépodes. Ça, Ok. c'est sûr qu'en nourrissage, je l'utilise. Après, donc ça donne des copépodes de meilleure qualité. J'utilise après ces copépodes-là et tous les fonds de gamelles de copépodes donc, qui ont eu du Selco vont aussi au mysis pour les nourrir. Donc là, ça fait effectivement une nourriture de meilleure qualité. Mais le fait de faire tremper du congelé dans des produits et tout, je ne suis pas certain qu'on arrive à apporter un gros plus à la chose. Est-ce que tu as C'est essayé le fait de... d'avoir du vivant de bonne qualité qui va faire un gros plus. Est-ce que tu as essayé de nourrir des hippocampes avec des croquettes, des granulés, même très fins? Alors, granulés, ils n'ont toujours pas compris que les paillettes, j'en ai jamais vu qui comprennent. Là où j'arrive sur les erectus en particulier, parce que c'est quand même un des plus agressifs sur la nourriture. Sur de l'erectus, on arrive à le nourrir avec des œufs de crevettes. Quand on mange les crevettes, on garde les pattes de crevettes avec les œufs dessus. On leur balance les pattes de crevettes, ils sont capables de trier les œufs de crevettes dans les pattes. Okay. Il y en a quelques-uns qui sont capables d'aller sur des nourritures un petit peu préparées, en nourriture congelée préparée. Bon, mais c'est difficile. Mais par contre, sur le granulé, moi, je ne les ai jamais vus y aller. Sur la paillette, je ne les ai jamais vus y aller non plus. Ça veut dire que quelqu'un qui a un bac à hippocampe, il est H24 chez lui pour les nourrir, quoi. Alors, tu peux pas te barrer en vacances, quoi. Eh ben, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, les distributeurs de nourriture congelée, ça n'existe pas. Donc, effectivement, nous, on n'a pas l'habitude non plus de partir en vacances, effectivement, parce que c'est compliqué. Et confier les hippocampes à quelqu'un d'autre, c'est pas toujours facile. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude des poissons et tout, c'est pas nécessairement facile, qu'il faut être décongelé, préparé et tout. C'est vrai que c'est difficile. Et sauf erreur, en fait, je crois que l'estomac en fait, de l'hippocampe est super réduit en taille, voire pratiquement inexistant. Est-ce que, par contre, quelle est la durée pour toi maximale, on va dire, pendant lequel, si on s'absente par exemple un week-end, est-ce que 3 jours pour des hippocampes sans manger, ça reste 3 jours de façon exceptionnelle, hein? Est-ce que ça reste possible ou c'est déjà là, ça commence à devenir problématique? Alors, il faut savoir que des hippocampes qui ne mangent pas vont survivre très longtemps. Malheureusement, ils vont survivre très longtemps, même si on ne les nourrit pas. Donc, ils tiennent le coup très longtemps. Nous, ils ont l'habitude de manger plusieurs fois par jour parce que l'hippocampe, effectivement, a un tube digestif très court, il a un tube digestif primitif et il a en plus une très mauvaise digestion. C'est-à-dire que globalement, il a des rejets qui sont très, très importants en volume et en qualité de nutrition. Donc, c'est pour ça que l'hippocampe, j'ai toujours c'est un gros pollueur. Mais donc, c'est difficile de les laisser trop longtemps sans nourrir. Bon, potentiellement, oui, 2 jours. 2 jours, s'ils ne mangent pas pendant 2 jours, ils ne vont pas en mourir, c'est sûr. Hein, bon, faut être réaliste, il ne faut pas non plus exagérer. Mais les nôtres, ils n'ont pas l'habitude. Ok. Quelle quantité, par exemple, si tu as, je sais pas, comme je crois que l'hippocampe, ça se maintient surtout en groupe, si tu as un groupe, on va dire, de 4 hippocampes, qui est peut-être le minimum nécessaire, oui, quelle quantité, 4 reidi ou 4 erectus, on va dire, de taille adulte, quelle quantité, en fait, en termes de cubes de congelés, faudrait donner par jour? Alors, nous, l'idéal, c'est de faire 3 distributions par jour, donc ça ne fait pas des quantités énormes. Ils vont mettre à peu près une demi-heure pour arriver à manger. Il faut être réaliste. Donc, tout ce qu'ils n'ont pas mangé au bout d'une demi-heure, c'est sûr qu'ils ne vont pas y aller énormément dessus. Ils en ramasseront un petit bout de temps en temps et tout. Donc, moi, je marche plutôt en temps. Si au bout de 3 minutes, ils ont tout mangé, c'est qu'il n'y en avait pas assez. C'est très clair. Si au bout d'une demi-heure, il en reste, il faut faire attention. Ça veut dire qu'on leur en a donné de trop. Et c'est vrai que les cubes et puis les petits cubes, ça va dépendre tellement de la qualité des cubes que c'est très compliqué à donner. On n'est pas capable effectivement de donner une quantité consommable. L'hippocampe, il mange en pleine eau ou il va piocher dans le décor aussi?
Alors, il va piocher dans le décor, c'est-à-dire qu'un hippocampe actif, c'est un hippocampe qui est toujours en train de fouiller sous les cailloux, la tête en bas et tout, et qui regarde s'il n'y a pas par hasard un petit copépode qui traîne, un petit bout de mysis dans un coin et tout. Donc, un hippocampe va chercher à manger en permanence. D'un autre côté, quand on leur présente de la nourriture, c'est décourageant l'hippocampe parce qu'on lui met des mysis vivants, il les regarde passer et puis il dit il va bien repasser une deuxième fois. Et il attend la deuxième fois pour taper dedans. Donc, mais l'hippocampe, il est toute la journée en train de chercher un petit casse-croûte, en train de chercher un petit quelque chose. Okay. Est-ce que ça peut être une solution, les gamins, donc les amphipodes, hein, donc qu'on a pas mal quand même en bac récifaux, généralement, nous, dans nos bacs, on a plein de gamarres. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se substituer en partie au mysis ou pas? Oui, le gammar est une très bonne nourriture. On élève, nous, des gammars, alors avec nos mysis, parce qu'en plus, c'est des très bons nettoyeurs, les gammars. Donc, les gammars avec les mysis, on en élève régulièrement, on en distribue. Bon, il ne faut pas des gammars trop gros. Donc, les gammars, généralement, qu'on trouve dans les aquariums, qui sont dans les aquariums, ne sont pas très très gros. Hein. Donc, ça passe bien. Il faut pas, c'est toujours la même chose. Hein. Il ne faut pas que les crevettes, gammar faisant partie en gros des crevettes quand même, il ne faut pas que les crevettes aient une carapace trop dure. Donc, okay, donc c'est une question de taille. Il faut qu'ils puissent l'aspirer facilement. Ok. D'accord. Pour les gens qui souhaiteraient avoir des hippocampes, quel est le volume minimum pour maintenir quelques hippocampes, à ton sens? Il faut des bacs qui soient équilibrés, donc va falloir compter un bac de 150-200 litres, c'est bien, pour mettre 4-5 hippocampes, mais c'est surtout avoir une très bonne filtration. Voilà, donc là, voilà, tu nous as mis une bande d'hippocampes qui sont à fond. Hein. Donc, surtout une très bonne filtration parce que c'est un gros pollueur. Hein. Là, on voit bien, au sol, c'est les mysis. Donc là, c'est du mysis congelé qu'on leur a distribué. Donc, on voit bien qu'ils sont en train de regarder en permanence ce qui se passe pour pouvoir casser la croûte. Mais d'un autre côté, je ne jette pas dessus et ils en gâchent énormément. Donc, c'est un gros pollueur. Il faut une bonne filtration, un bon écumeur. Bon. Quand tu parles de filtration, tu parles de filtration biologique avec du style Biobal, Syporex, mousse bleue par exemple, comme la de Nancy? Oui, tout à fait. Une bonne filtration. Alors, une filtration mécanique pour éliminer les déchets et une bonne filtration biologique, une bonne décante derrière, oui. Ok. Et avec un gros écumeur en même temps. Un bon écumeur, plutôt bien dimensionné par rapport au bac. Et puis, il ne faut pas oublier de leur mettre des Vurdemanie, parce que les Vurdemanie, l'avantage, c'est qu'elles vont aller finaliser le travail. Donc, d'une part, elles vont éviter les anémones, parce que c'est… voilà, la Vurdemanie, elle est là. On élève aussi, on produit aussi de la Vurdemanie, donc de la Radbunae, mais donc on en a reproduit pas mal. Mais la Vurdemanie va aider à l'entretien de l'aquarium de façon extraordinaire. Okay. Les anémones, ça peut poser un problème pour les hippocampes? Tout ce qui est urticant. Les hippocampes ne supportent pas ce qui est urticant. Il ne faut pas oublier que l'hippocampe est un poisson sans écailles. Donc, il a une peau qui est dure, mais qui est très fragile. D'accord. Alors, tu vois, justement, quand on voit en fait, cet aquarium, par exemple, que vous avez, on a l'impression en fait, d'être à l'inverse d'un aquarium récifal. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un aquarium où la partie, on va dire, vivante en termes est vachement limitée. Pas de sable, donc plutôt du fondu. Tu as l'impression d'être dans un aquarium à discus, tu vois, pas loin, en fait, assez stérile. Est-ce que c'est l'idée? Et si oui, pourquoi? Alors, il faut savoir que nous, on a, dans nos aquariums, on peut avoir une centaine d'hippocampes quelquefois. Donc, puisqu'on a en permanence entre 300 et 400 hippocampes. Donc, nous, on a besoin d'avoir des hippocampes, en plus des aquariums qui soient faciles à entretenir. Mais par principe, on n'a pas très épais de sable. Parce que sur des grosses épaisseurs de sable, ce n'est pas toujours facile de faire de la maintenance pour maintenir le sable propre. Donc, quand on a du sable, on a souvent 1 centimètre de sable. Ça permet de le siphonner un coup régulièrement, une fois par semaine. On siphonne le sable, on le rince et on le remet. Ça nous permet d'avoir un entretien facile. On a malheureusement pas mal de décorations. Voilà, on voit bien les chaînes jaunes. Donc des décorations synthétiques parce que ça nous permet d'entretenir très facilement notre matériel. On a aussi des racines synthétiques parce que c'est des très bons supports. Il faut qu'ils puissent s'accrocher. Ils ont besoin de s'accrocher pour dormir. Ça, c'est impératif.
on a beaucoup d'algues, on utilise beaucoup d'algues rouges, c'est ce qui leur permet d'aller chercher de la couleur, parce qu'un hippocampe ne se colorera que par rapport à son environnement. Donc là, pour avoir des hippocampes comme cela, il faut qu'il y ait un environnement qui soit coloré. D'accord, parce qu'ils mangent les algues. Ah non, alors là, non, ça, ils n'ont jamais mangé une seule algue. Et comment Mais ils peuvent et pourquoi ils se colorent avec les algues? Mimétisme. Parce qu'ils sont cachés dedans pour ne pas être vus. Ah, ils font du mimétisme. Ils font du mimétisme. L'hippocampe, il n'a aucun moyen de se défendre. C'est-à-dire que moi, j'achète un hippocampe rouge, j'ai pas d'algues rouges, il va devenir tout blanc, quoi. Et il va changer de couleur, très Et certainement. après, je te rappelle, je te dis, je t'ai acheté un truc rouge et il est tout blanc, pourquoi? Pourquoi? Bah, on envoie une photo de l'aquarium et puis à ce moment-là, on va dire, il faut changer les couleurs, il faut changer… Plus on a des couleurs vives dans l'aquarium, plus on aura des hippocampes qui vont être colorés. D'accord. Alors, Jérôme, justement, par rapport à ça, toi, moi, personnellement, mon rêve, et je pense le rêve de pas mal de récifalistes, en tout cas, c'est d'avoir un aquarium rempli de gorgones des Caraïbes photosynthétiques, Oui. des algues. Est-ce que c'est compatible avec un bac d'hippocampe ou est-ce que ça a un impact négatif sur le taux de survie des hippocampes? Les gorgones, pas de problème. Les coraux mous, aucun problème non plus. Par contre, les coraux durs, oui, il y a des problèmes avec les coraux durs et avec tout ce qui va être urticant. Et on a eu des discussions avec des aquariums publics qui ont eu des problèmes avec des hippocampes parce que simplement, il y avait des coraux, certains coraux qui étaient en circuit sur le même circuit d'eau. D'accord. Attention, les coraux entre eux ont tendance à émettre des choses nocives et ça peut poser des problèmes. Tiens, tu nous remets celle d'en haut, Erectus 1, Erectus 2, là, pour voir. Là, il y a Fabien, Fab Corail, qui demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique le ratio mâle-femelle dans les pontes? Alors, ça c'est la bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse, malheureusement. Donc, là, quand on a fini là, sur la Normandie, les dernières pontes sur lesquelles on tournait, on avait des gros soucis de ratio. On avait très, très peu de femelles. Et on ne sait pas pourquoi. On est en discussion avec un gars de Rennes, de la fac de Rennes, justement par rapport à ça, pour essayer de comprendre. On essaie de savoir un petit peu à quel moment se détermine le sexe et qu'est-ce qui peut être le facteur déterminant là-dedans. Bon, nous, on n'a aucune réponse pour l'instant. Ça sera l'objet de travaux sûrement avec des stagiaires. Ok, une question, Jérôme. Est-ce que quand tu constitues un groupe d'hippocampes, nous, en tout cas pour des amateurs, on ne recherche peut-être pas obligatoirement la reproduction, est-ce que la notion de couple est importante ou est-ce qu'on peut mixer, on va dire de façon indifférenciée, un volume de femelles et un volume d'hommes, Oui. de mâles? Alors, globalement, l'hippocampe n'est pas agressif, donc il n'y a pas de souci. Globalement, on peut avoir des bacs avec que des mâles, on peut avoir des bacs avec que des femelles, il n'y a jamais aucun problème. Nous, on peut avoir des bacs quelquefois où, comme on met les femelles, on essaie de mettre certaines femelles avec certains mâles, donc on a des groupes de mâles, des groupes de femelles ensemble. Il n'y a jamais eu de souci. On peut faire tout ce qu'on veut à ce niveau-là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et au niveau de la couleur, toi, par exemple, quand tu prends des cyclidés africains, par exemple, si tu n'as pas un ratio femelle pour mâle, les mâles ne se colorent jamais. Est-ce que c'est la même chose ou pas au niveau de la coloration? Là, ce n'est même pas le cas parce que, à la limite, si tu n'as que des mâles, les mâles vont réagir très, très bien parce que le matin, ils s'excitent. Voilà, donc ça, c'est toute une bande de petits. Là, ça, c'est dans les derniers petits qu'on a, ça. Le matin, c'est le matin qu'il y a le plus de parades. Mais même si on n'a que des mâles, il y aura quand même des parades, ça ne va pas gêner. Et ça ne va pas influencer sur la coloration, ça, ce n'est pas un problème. Donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que voilà, ça, c'est des tout jeunes. Donc, les tout jeunes vont être foncés, ils sont noirs à la naissance. Hein. Les tout jeunes vont être foncés et ils vont commencer, là, ils sont juste dans une phase où ils commencent à s'éclaircir. Voilà, on a les premiers qui commencent à s'éclaircir et qui commencent à aller chercher des couleurs parce que le décor a été mis en fonction aussi. Ils ont quel âge, ceux-là, à peu près? Ça doit avoir 1 mois et demi. Ah ouais, 1 mois et demi, ouais. Là, il y a excuse-moi Xavier, hein. Il y a une question. Dans un refuge à algues d'un aquarium de coraux mous, est-ce que c'est possible de maintenir des hippocampes? Alors, c'est toujours le problème de la taille du refuge. Mais oui, si le refuge est assez grand, s'il y a un refuge de 100-150 litres, oui, c'est possible de maintenir des hippocampes. Mais donc, effectivement, bon, par contre, le refuge… La hauteur d'eau, c'est pas important? La hauteur d'eau, Jérôme?
Alors, la hauteur d'eau, non, il y a plein de gens qui ont l'air de s'inquiéter là-dessus et tout. La hauteur d'eau va être importante chez certains hippocampes en phase de reproduction parce que ce sont, entre autres, les hippocampes locaux vont avoir une façon de faire leur cours et de monter, donc ils ont besoin d'une certaine hauteur pour monter. Ce n'est pas le cas des erectus, ce n'est pas le cas des redis, donc il n'y a pas de problème. Et la hauteur d'eau n'est pas nécessairement très intéressante. Elle a quand même très haut. S'il n'y a pas suffisamment de surface, ce n'est pas bon. Donc, vaut mieux avoir de la surface et avoir une hauteur de 40 cm, il n'y a pas de problème. Ok. Là, il y a encore un truc de Fabien. Il dit ça pose pas de souci qu'il y ait si peu de. Attends. Pas de souci, si peu de mâles qu'ils soient toujours enceintes et se fatiguent. Oui, le fait que quelqu'un qui va avoir seulement 2 mâles et puis 5 ou 6 femelles, je ne sais pas. De toute façon, l'hippocampe, il est en cycle de, quand il est en cycle de ponte, donc si on prend sur de l'erectus, il va se mettre sur un cycle de ponte d'à peu près 3 mois à 4 mois. Donc pendant 3 mois à 4 mois, effectivement, le mâle va porter en permanence. Est-ce qu'il y a une notion de fatigue ou de choses comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop à ce niveau-là. Mais de toute manière, il arrêtera son cycle de ponte. Ils ne vont pas être en cycle de ponte permanent. Et comme c'est un animal qui vit en eau chaude, mais qui a perdu, parce que tous nos hippocampes ont perdu leur cycle naturel, de toute façon. Donc, on a des pontes toute l'année. Mais on sait très bien qu'une série d'hippocampes qui a pondu régulièrement va avoir des pauses et va s'arrêter. Donc, oui, un mâle, par contre, qui a tout le temps des petits, oui, mais bon. Là, il y a beaucoup de questions. Pour la lumière, est-ce qu'il y a un spectre particulier pour les hippocampes ou ils s'en foutent? Alors, les hippocampes ne sont pas amateurs de très forte lumière. Il ne faut surtout pas de lumière très violente, ce n'est pas la peine. Ils aiment bien aller se planquer, aller se mettre dans des grottes et tout ça, ça ils aiment bien. Le spectre de la lumière, c'est-à-dire plus on éclaire bleu, moins ils sont jolis. Donc, d'un point de vue esthétique, ça ne va rien donner. Mais après, ce n'est pas ça qui va donner grand-chose. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est que suivant la couleur de l'éclairage, si on est sur des éclairages un peu plus jaunes ou un peu plus blancs et tout, potentiellement, ils auront peut-être un peu plus ou un peu moins tendance à se colorer, mais ce n'est pas une question qui va nécessairement leur apporter un malaise ou quelque chose comme ça. Ils font pas, d'accord, ils ne tombent pas dans les pommes si on les éclaire trop. Non, mais ce n'est pas des grands amateurs d'éclairage trop fort. Nous, on n'est pas sur des éclairages très violents. Est-ce que le niveau d'éclairage, quand même, nécessaire pour des gorgones non photosynthétiques, est-ce que c'est gênant ou pas pour des hippocampes? Pour moi, non. Non, ça ne va pas l'être. Non, non. Mais il faut leur offrir, il faut quand même leur offrir des zones où ils vont pouvoir se mettre à l'abri, se cacher dans les algues, se cacher sous un plateau ou des choses comme ça. Donc plutôt des spots en fait localisés plutôt qu'un éclairage en fait uniforme sur l'intégralité du parc. Exactement. Si on peut avoir des zones de calme, c'est pas grave qu'il y ait une partie qui soit très éclairée. Je vais te dire, Jérôme, je pense que tous les récifalistes, au fond d'eux, ils se disent putain, j'aimerais bien avoir un bac d'hippocampe. Parce que franchement, c'est fascinant comme animal. C'est fascinant. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, question. Quel est le minimum d'hippocampe? Est-ce qu'il y a un minimum d'individus à avoir? Où on peut garder comme ça, le mec il veut un hippocampe, il le met dans son aquarium, il regarde son hippocampe. Alors, un hippocampe tout seul, il ne va pas vivre longtemps. Ça, c'est très clair. Au moins, c'est clair. Faut compter 4-5 hippocampes, ça vit quand même en groupe, quelles que soient les espèces et tout. C'est un animal qui est grégaire. Effectivement, on va en croiser de temps en temps dans la nature un qui se balade, mais c'est parce qu'il change de groupe ou il va faire un tour un peu plus loin, mais il rejoindra un groupe. Les erectus sont particulièrement grégaires. Les redis, eux, vont, en plus d'être grégaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de cette notion de groupe, ils vont être en plus fidèles. C'est-à-dire que quand on perd, quand on a un couple qui se forme sur du redi, si on perd l'un des deux, on perdra le deuxième peu de temps après, même si on a le groupe. Sur de l'erectus, ce n'est pas le cas. Sur l'erectus, alors lui, il est beaucoup plus volage. On n'a jamais réussi, nous, sur les erectus qu'on a, on n'a jamais réussi à avoir des couples fidèles et tout, ça les gêne absolument pas, ça fait n'importe quoi, ça pond n'importe comment, ça fout ses œufs par terre éventuellement, c'est pas pareil. Là, il y a Yannick Devigne
un maître récifaliste, là il va être gêné, il demande quelle est l'espérance de vie des hippocampes en captivité? Alors, nous, on marche 5 à, nous, on arrive à les tenir 5 à 7 ans. Et dans la nature? Bah, dans la nature, malheureusement, à mon avis, c'est beaucoup plus court parce qu'ils font C'est plus casse-croûte court. avant. Hein. Ça, Ok. ils vivent pas, à mon avis, ils vivent pas très très vieux dans la nature parce qu'ils ont tellement de prédateurs. Le premier barracuda qui passe dans le coin, s'il voit l'hippocampe, hein, et c'est pour ça aussi que les hippocampes, hein, quand vous voyez les raidis, ils vont faire quand même 1000 petits. Et sur ces 1000 petits, combien il y en a qui vont devenir adultes? Ok. Bon, c'est parce qu'il y a énormément de pertes chez les hippocampes. C'est sûr que bon. Et au niveau de la couleur, hein, qu'est-ce qui détermine, toi, en fait, on voit, par exemple, sur cette vidéo et sur une précédente, qu'il y avait des erectus jaunes et des erectus rouges. Oui. Ils restent rouges ou ils restent jaunes ou ils peuvent changer de couleur? Comment ça fonctionne? Ils peuvent changer de couleur. Ça, c'est deux groupes qui étaient côte à côte, dans deux aquariums côte à côte, avec en gros le même éclairage, avec en gros le même décor. Il y en avait un groupe qui était rouge, il y en a un groupe qui était jaune. On n'a jamais su pourquoi. Et on les voit toujours, ils sont toujours rouges, ils sont toujours jaunes. Si on les change de bac, potentiellement, ils peuvent changer de couleur. Ils peuvent se foncer. En cas de stress violent, par exemple, quand on les sort de l'aquarium parce qu'on les met dans un seau et qu'on va les laisser pendant une demi-heure dans le seau pour le temps de laver l'aquarium et de les remettre, ils vont se foncer et ils vont se remettre en couleur normale dès qu'ils reviennent dans leur bac. Les couleurs, c'est vraiment quelque chose que l'on ne maîtrise absolument pas. Ok. Donc, en gros, si tu veux t'acheter des erectus jaunes ou rouges, ça n'a aucune importance. Ça va complètement dépendre en fait, de notre aquarium. Ça va dépendre de l'aquarium. Si on n'a pas les couleurs qu'on veut, c'est qu'on ne leur a pas donné le décor qui leur convenait. Ok. Et l'éclairage et tout, c'est compliqué. La durée de vie des erectus, c'est pareil, c'est 5 à 7 ans? Oui, c'est ça. Oui, on peut aller sur 5 à 7 ans. Oui. On a un certain qui sont assez vieux. Et alors, Zosterae, attention, ça c'est très très différent. C'est 1 an et demi, 2 ans. Certains vont jusqu'à 3 ans, mais déjà difficilement. C'est quand même des animaux qui vivent pas très très vieux, qui sont très très fragiles, qui vont pas se remettre facilement en ponte et tout. Zosterae, c'est très compliqué. Là, donc, un aquarium à hippocampe, il faut qu'il soit très peu brassé, j'imagine. Alors, voilà, c'est pas du récifal, donc on ne va pas brasser fort. D'accord. Il faut qu'il soit bien épuré. Alors, il faut surtout éviter, c'est les pompes de brassage, parce que la pompe de brassage, toutes les pompes à turbine qu'on connaît bien, les pompes de brassage, ils vont se mettre la queue du côté de la turbine et ils se font broyer la queue. Donc, il vaut mieux des aquariums en close loop. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne pompe de remontée, par contre, moi, je tourne avec des Gebao 5000 et 10 000. On a des bonnes pompes de remontée qui vont bien brasser l'aquarium, et ça marche bien. Mais il faut des zones de calme. Et pour dormir, il leur faut des zones de calme pour dormir. D'accord. Ouais, donc malgré tout, la maintenance avec des gorgones n'est pas si simple. Malgré tout. La maintenance avec les besoins sont complètement contradictoires, en fait, opposés. Oui, tout à fait. Donc, les gorgones, si l'aquarium est assez grand, avec une zone pour les gorgones éclairée, bien brassée, il faudra prévoir la zone pour qu'ils puissent aller dormir avec des accroches où ils vont pouvoir s'accrocher pour dormir de l'autre côté de l'aquarium, plus calme. Faut aménager. D'accord. Là, il y a une question, là. Elle n'est pas bête, la question. Avec quel autre animal, autre que les coraux, les hippocampes peuvent vivre? Alors, il ne faut pas que ce soit un gros prédateur qui va tout leur manger avant qu'ils aient eu le temps de s'attaquer aux mysis. Donc, avec des clowns, ça peut le faire par moment. On en a quelques-uns qui sont avec des clowns et tout, mais on a fait un essai, là on l'a fait, on en a. Donc, si les clowns sont calmes et tout, c'est bon. Si les clowns deviennent un peu agressifs, ça peut être gênant parce que l'hippocampe, il est toujours en train de se balader et tout, et ça peut être gênant. Avec des ptérapogons, c'est presque un peu limite parce que le ptérapogon va se jeter sur la nourriture. Bon. Avec par contre des cygnates.
Alors, avec des cygnates, oui, ça va le faire, mais il ne faut pas oublier que le cygnate, il va surtout se nourrir avec du vivant, donc il faut beaucoup nourrir au vivant, encore plus que le. Ouais, que pareil pour les mandarins. Donc, les mandarins, alors, les mandarins, ils vont être directement concurrents sur la microfaune. Ouais, voilà. Donc, donc, effectivement, ils peuvent vivre avec, il n'y a pas de souci, mais il va falloir fournir en microfaune. Ok, Jérôme, mais dans des bacs stériles, un petit peu comme cela, la quantité de microphones, elle reste super limitée malgré tout. C'est que vraiment, ce que tu apportes en termes de nourriture, c'est quand même surtout en fait, ce que tu donnes en termes de mysis. Tout à fait, tout à fait. Mais nous, dans tous les bacs, on balance des quantités de mysis vivants et des quantités de copépodes vivants qui sont très importantes. Ok. Le tigriopus, il les mange? Ah oui, oui. Et même les adultes, ils adorent le tigriopus. Le tigriopus, c'est sûrement un des meilleurs copépodes parce que c'est un copépode qui est bourré de bêta-carotène. Hein. Il est orange, hein, parce que ça lui sert pour sa protection contre les UV, vu la façon dont il vit. Et le tigriopus, c'est ce qui va nous aider, nous, à avoir des hippocampes colorés. On nourrit au brachion pour démarrer, puis au copépode, les petits copépodes blancs, donc ensuite, et après au tigriopus, et ensuite seulement on met les compléments en artémia. Dis-moi, j'ai une question complètement stupide là. Tu vends pas d'hippocampe au restaurant chinois? Alors, non, on ne le fait pas. Alors ça c'est un truc à avoir des ennuis avec ma chérie, par contre. Hein. Ouais, non, mais je t'ai dit que ma question était stupide. Hein. On est bien d'accord, on est tout à fait d'accord. Voilà. Mais on a quand même eu de la demande, alors pas par des restaurants, mais on a eu de la demande pour savoir si on vendait des hippocampes séchés. Tu vois, Xavier, c'était pas si idiot que ça. Ah ben non, c'est pas une question con. Hein. Voilà. Malheureusement. Tiens, tu nous mets un tour le tour de bassin, la 56-40. Alors, en haut, en bas? En bas. Ok. 56-40. Jérôme, là, il y a une question, mais je la comprends pas bien. Pour tout ce qui est support synthétique, vu que c'est du plastique, est-ce qu'il y a un protocole pour l'installer dans l'aquarium? Il n'y a pas de raison d'avoir un protocole, j'imagine, pour mettre une chaîne en plastique. Non, on nettoie et tout. Voilà, donc là, voilà, ça c'est un petit tour de nos bassins en béton dans lequel on a nos élevages de mysis en sauvage à l'extérieur. D'accord. Une question par rapport à l'élevage de mysis. J'ai vu il y a pas mal d'années que les mysis, en fait, c'est assez compliqué à élever quand tu le fais en fait, à une échelle, on va dire, amateur, parce qu'il y avait une très grosse prédation entre elles. Là, tu as des surfaces qui sont super importantes. Est-ce que tu es confronté à ce problème de prédation entre mysis? Oui ou non? Alors, pour moi, je considère que ceux qui parlent de prédation entre mysis, c'est des gens qui ne nourrissent pas leur mysis. D'accord. En fait, si le mysis, il n'a pas à manger, effectivement, il va manger ses petits, effectivement, il va manger les copains. Le mysis, il a besoin d'une nourriture extrêmement variée. Il a besoin à la fois d'algues, il a besoin de nourriture vivante, copépodes et tout. Alors voilà, ça c'est notre réserve de décantation d'eau de mer, ça. Donc là, c'est le bassin dans lequel on stocke l'eau de mer et qui va nous servir pour alimenter en direct les… Et il y a des huîtres là-dedans? Non, il n'y a pas d'huîtres. Non. L'autre fois, il y avait un congre énorme. Donc, on a essayé de renvoyer à la mer. Donc, mais je ne sais pas si on a réussi. Mais à la limite, le congre, ça ne me gêne pas trop. Il va bouffer les petits poissons, donc ce n'est pas grave. Donc, voilà. Et puis, on a toutes nos petites gamelles, les gamelles bleues, là, c'est là-dedans qu'on élève. Cet été, en fin d'été, là, on a élevé des quantités d'artémia très importantes dans ces gamelles-là. Et en ce moment, c'est bourré de tigriopus, ces gamelles-là. Même en cette saison. On t'entend pas bien, Xavier, par moment. On n'a pas entendu. Même en cette saison? Oui. Les tigriopus, il va y en avoir toute l'année. Hein. Ils passent l'hiver. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils passent l'hiver à l'extérieur. Là, les bassins extérieurs, comme ça, quand ils flottent, il y a des variations de salinité et tout. C'est pas grave, ça gêne pas? Non, sur le mysis, ça n'a pas l'air de gêner. Alors, les mysis, actuellement, on a 5 souches de mysis différentes. On en a certains que l'on maintient entre 5 et 7 grammes. Ils viennent entre autres de 40 ans dans la Manche, où ils vivent dans un port-canal et le port-canal est à 10 km de la côte. Et en fait, il y a entre 5 et 7 grammes. On a mis par contre 3 ans à les acclimater pour arriver à les passer en aquarium. Ça a été extrêmement dur, mais par contre, maintenant, ça y est, on a une souche stabilisée qui marche très, très bien, à condition de faire des variations de salinité.
hein, et donc, les mysis vont supporter des variations de salinité énormes et ils supportent quelquefois très mal une acclimatation lente. Donc, ça veut dire que faut faire si on trouve des, un changement violent, ça ne les gêne pas. Un changement lent, quelquefois, ça les gêne. C'est donc, pas toujours évident. donc si on trouve des mysis tropicaux pour ensemencer les bacs, il vaut mieux balancer le truc directement dans l'aquarium que l'acclimater alors. Potentiellement, oui, c'est possible, oui, tout à fait. D'accord. Il y a Jérôme de SRL Nautilea que tu connais, je crois, qui regarde. Hein. Ouais. Voilà. Salut Jérôme. Ouais. Il y a Fabien, Fab Corail, là, qui demande, quand vous étiez en Normandie, combien environ d'hippos vous éleviez par an? En gros, on tournait entre 300 et 400 par an. Donc là, on espère pouvoir faire plus. On aura plus de puissance dans la mesure où on va avoir plus de nourriture parce qu'on voit bien que là, ça y est, on va y arriver à tout développer. On n'a perdu aucune de nos souches de nourriture, aussi bien sur les copépodes, aussi bien sur les mysis et sur les algues. On a réussi à tout conserver. Tout n'est pas en plein développement. Il y en a certaines où on a des petites quantités dessus, mais on a conservé toutes nos souches. Ah bah tiens, mais oui, tu peux nous mettre celle sur les gamelles bleues, là. Bah voilà, ça c'est pas mal. Alors ça, par contre, c'est une souche de chlorelle, la première. Ça, c'est des daphnies. Daphnies, très intéressant. Ça sert à la fois de nourriture pour les hippocampes, mais c'est une nourriture de base pour les mysis. Les mysis bouffent des quantités de daphnies énormes. Ça, c'est les bacs, les petits bacs à Artemia et à Tigriopus. C'est les piscines de chez Action, ça. Ouais, ça marche très bien, c'est pas cher et c'est très pratique. Exactement, ouais, non, mais j'en ai acheté. Ouais. Une question, toi, voilà, tu es un simple amateur et tu te dis, tu as envie de faire un peu de quelques hippocampes. Tu as envie comme de compléter leur nourriture, on va dire, à base de mysis congelée par de la nourriture vivante. Et puis, tu as une petite terrasse devant chez toi. Qu'est-ce que tu peux faire de façon simple toute l'année en termes de culture qui soit peu chronophage, qui résiste bien et qui soit nourrissante pour nos chers hippocampes? Alors, en truc toute l'année, le seul qui tiendra, ça va être le Tigriopus. Lui, on va pouvoir l'avoir toute l'année, ça marche. Et là, en ce moment, donc on en a encore, malgré la température, on en a encore. L'Artemia, par contre, suivant la zone de la France, ça va être entre 6 et 8 mois de l'année. On peut faire de l'Artemia en extérieur et ça marche très, très bien. On en a toujours fait en Normandie, on en faisait des quantités énormes. Et là, on s'aperçoit que les premiers essais qu'on a fait marchent bien. Et alors, là, l'intérêt, c'est que maintenant qu'on est sur des très gros changements d'eau, je vais en parler un petit peu après. Là, on est sur des très gros changements d'eau et donc là, les Artemia sont en train de partir en production avec des températures relativement basses parce que dans la partie bâtiment où ils sont, les températures sont basses et ils grandissent bien et on a de la production. Mais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on était en Normandie, on changeait, on avait 7000 litres d'eau, on changeait 1000 litres par semaine. Donc, j'allais chercher 1000 litres d'eau de mer plus toujours un complément synthétique. Là, aujourd'hui, on est parti sur un changement d'eau. Donc, on a réussi à remonter 3500, 4000 litres pour le circuit hippocampe. On n'est pas encore à fond, on n'a pas encore tout installé. Et sur ces 3500, 4000 litres, on change plus de 1000 litres par jour d'eau. Par jour. En eau de mer naturelle. Et après, on consomme largement autant pour les mysis, les copépodes, les artémias et tout le reste. Mais toi, pour ce simple amateur qui voudrait cultiver un petit peu donc, de Tigriopus, a priori, puisque c'est plus simple, qu'est-ce qu'il doit faire sur sa terrasse ou son balcon? Comment ça fonctionne? Donc, des petites gamelles là, dans le genre de celle-là, des trucs d'une centaine de litres, c'est très bien, 50 à 100 litres. Donc, voilà, ça c'est des demi-bidons. Ça fait une petite centaine de litres. Donc, demi-bidon. Là-dedans, donc on met l'eau de mer de récupération des changements d'eau des hippocampes. On va y introduire de l'algue. Donc, il faut introduire de l'algue, une nanochloropsis ou autre chose, mais bon, la nano, c'est très, très bien. Nous, on en a en quantité importante et toutes nos gamelles dehors sont vertes. Et puis après, on met une souche de Tigriopus dedans. Et puis, il faut impérativement avoir des bulles dedans parce que s'il n'y a pas de bulles et si jamais on tombe sur un moment où il n'y a pas de vent et qu'il y a un coup de chaud ou quoi que ce soit, il y a toujours un risque d'avoir un film en surface, ça peut s'asphyxier très vite. Donc, il faut toujours avoir un bullage dans les bacs. Ça, c'est impératif. J'imagine. Hein? Plutôt des grosses bulles.
Oui, pour le tigriopus, ça n'a pas d'importance. J'en ai, c'est de la grosse bulle. Il y en a, c'est des diffuseurs, c'est pas très grave, ça n'a pas l'air de gêner tellement. Et puis après, donc, on va faire un complément de nourriture. Alors, éventuellement avec un apport de spiruline poudre, ça marche bien. Un apport éventuellement d'un petit peu, mais alors il faut faire attention avec de la levure. On peut rajouter un petit peu de levure en complément aussi. Tout simplement? Mais tout simplement. Ok, d'accord. Et ils sont benthiques ou pélagiques, ces copépodes? Alors, l'avantage du tigriopus, c'est que lui, on va en trouver le long de la paroi, mais aussi en plein milieu de la gamelle. Il fait les deux. Ok. Et est-ce qu'un aquarium… Ouais, on l'entend mal par moment, Xavier. Oui, exactement. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des pierres vivantes dans un bac à hippocampe? Oui, on peut mettre des pierres vivantes. Il faut des pierres vivantes dans lesquelles il n'y a pas, surtout pas de vers de feu. Là, l'hippocampe craint les vers de feu parce que le Pas ver de feu d'anémone? ressort la nuit et puis il va attaquer l'hippocampe la nuit. Donc ça, c'est dangereux. Et après, il faut aussi des pierres dans lesquelles il n'y a pas trop de trous, dans lesquels ils peuvent rentrer la tête et rester coincés parce que ce n'est pas toujours très futé l'hippocampe. Et puis, donc voilà, et surtout ne pas avoir de verre de feu dedans. Mais on peut avoir des décors avec de la pierre. Moi, j'ai des pierres dans beaucoup d'aquariums. Et entre autres, j'ai des petits pavés qui sont montés spécialement parce que pour les levures de manise, il faut toujours avoir des cailloux sur lesquels elles se mettent. Est-ce que vous avez un process bien établi pour la repro des hippocampes? Vous dites, je veux faire tant d'hippocampes dans l'année. Est-ce que vous avez un process ou vous laissez faire dans les bacs? Alors, on laisse faire dans les bacs, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut jamais savoir quand est-ce qu'on va pas mettre en reproduction un hippocampe parce que ils font ce qu'ils veulent et tout, donc on les stimule à la nourriture vivante. La stimulation à la daphnie, ça marche pas mal. Hein. Oui, bah tiens, tu peux essayer, tu peux mettre ça. Oui. Laquelle, celle-là? Ouais, vas-y, mets ça. Ça? Ouais. Donc ça, par exemple, les petites gamelles qui sont en haut, c'est des gamelles à copépodes. Ah oui? Hein. Les gamelles qui sont en bas, c'est les gamelles de brachion, donc Brachionus plicatilis, alors que lui, on élève à 16 grammes par litre. Et entre deux, celles qui sont brunes, ça, c'est du biofloc. On est en train de travailler, on a travaillé cet été avec un stagiaire sur le biofloc. C'est très intéressant comme méthode de nourrissage pour les mysis, pour les copépodes et en particulier pour les poissons à toute petite bouche à la naissance. Qu'est-ce que c'est, le biofloc? Le biofloc, c'est quelque chose qui sert aujourd'hui, c'est les Indiens qui sont les plus doués sur ce genre de produit-là. Ils utilisent ça pour nourrir tous les gambas qu'on mange. Ils sont nourris exclusivement au biofloc. Ils ont des très, très grosses volumes de production de biofloc. Ça permet de travailler avec peu de changements d'eau. Ça permet de dépolluer les eaux. C'est quelque chose de très, très, très intéressant. Ouais. Mais c'est quoi? C'est une nourriture vivante? Alors, c'est un flocculat qui sert de support pour des bactéries et des micro-organismes. Il y a donc énormément de bactéries dedans qui se développent, qui vont donc consommer l'ammoniac qui est produit. C'est l'intérêt, c'est que c'est des très gros systèmes consommateurs d'ammoniac. Et on a énormément de développement de ciliés. Or, en aquarium marine, on a moi, j'ai au moins 4 ou 5 souches de ciliés différentes dans mes bacs. Et ces ciliés vont servir de nourriture sur des tout petits animaux. Tu vas pouvoir mettre, tiens, une photo. Tu dois avoir des photos de cygnates, bébés cygnates. Oui, en bas, ouais. Tu veux de la vidéo ou Oui, vidéo, oui. C'est plus sympa. Tiens, avant, Jérôme, j'ai 2 questions. J'essaie de vous couper un peu de temps en temps. Ouais. Où est-ce qu'on peut se procurer des tigriopus pour le particulier? Nous, on va commencer à en diffuser. Hein. D'accord. Donc, prendre contact avec Jérôme. Voilà. Et deuxième question, où est-ce qu'on trouve des algues? Quelqu'un en cherche partout, il n'a jamais trouvé d'algues. Alors, des algues supérieures ou des algues microscopiques? J'imagine les microscopiques, là, Alors, les microscopiques, nous, on a des souches. On va aussi commencer à en diffuser. Sinon, bon, on en trouve aussi en commercial et tout. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent en commercial, elles sont utilisables comme nourriture, pas toujours comme souche pour pouvoir produire. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement évident. D'accord, merci.
Alors, Baby Signat. Donc là, bébé Signat, donc ça, ce sont des petits Signat. Vas-y, relance-nous ça. Voilà, ça, ce sont des petits Signat qui devaient avoir, alors je ne sais pas trop sur celui-là, 1 mois et demi, 2 mois. À la naissance, Ils sont mignons tout plein. hein, c'est mignon, hein, donc c'est de l'intestinalis. Donc c'est un alvin qui est microscopique. Hein, l'hippocampe fait 6 mm, lui, il en fait que 3, et il est quasiment transparent, on voit que l'œil et la bouche est microscopique. Donc, c'est un poisson qui a vraiment une micro-bouche et on a réussi à les démarrer grâce au biofloc. Et donc là, on en a eu 2 pour l'instant qui on a fait grandir et qui vont toujours bien. Et est-ce que tu utilises, tu sais, les œufs là, de copépodes qui sont super utilisés a priori aujourd'hui pour les poissons anges, là. Par exemple, par la société Mers. Je ne sais plus quelle société produit ça. Oui. Des œufs, en fait, hein, qu'on achète ça, en cryogénisé, un peu comme ça. Alors, ce sont des œufs. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul producteur qui en produit. Donc, c'est. Comment il s'appelle? Céphide, non? Céphide. C'est Céphide, voilà. Ouais. Donc, je connais très, très bien leurs produits. J'en ai eu. C'est très facile. L'intérêt, c'est que c'est très facile à faire éclore. Il en produit des quantités phénoménales. Il a un process qui est parfait et tout. Moi, pour l'instant, j'en ai fait grandir. Je n'ai pas réussi à les faire reproduire, à les maintenir. On travaillera sûrement un petit peu ça dans l'avenir. Mais donc, l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est du facile à éclore. Par contre, ça se conserve très peu de temps. Étant donné qu'on reçoit les œufs, ils sont sur un support, mais ils vont se conserver au frigo 3-4 mois maximum, pas plus. Ça vaut une fortune. Bon. Okay. Mais, donc, mais je me remettrai l'année prochaine, on attaquera l'année prochaine pour essayer au moins dans les. Dis-moi, Jérôme, les 500 hippocampes que tu as produits en Normandie, tu avais combien de couples reproducteurs pour ça? Oh bah, il n'a pas besoin de beaucoup parce que sur de l'Erectus, c'est 400 par ponte. Donc ah, d'accord. Alors, sauf que nous, on marche. Normalement, sur une ponte, ma chérie n'est autorisée à en récupérer qu'une 30aine par ponte, de manière à ne pas en prendre de trop, parce que si on prend une ponte complète, on n'aura jamais la puissance pour pouvoir nourrir tout le monde. Et puis, on n'aura pas assez de variété chromosomique pour pouvoir se garantir d'avoir un panel qui soit suffisant pour ne pas avoir de problème de consanguinité. Donc, nous, le principe, on en prend 30 sur une ponte, pas plus. Et donc, ça veut dire que si tu as 300, ça fait au minimum 10 pontes. 10 pontes, c'est que dalle. Nous, c'est quoi? Ça peut être 200 ou 300 pontes par an. C'est pas un souci. Hein. En fait, le problème, c'est vraiment pas en fait la quantité, comment dire, de larves. C'est la capacité, en fait, aussi à pouvoir avoir des acheteurs, quoi, j'imagine. C'est la capacité. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas la peine de produire les nourrir en plus. Pour les stocker et de ne pas pouvoir les nourrir derrière et tout. Mais il faut surtout pouvoir les nourrir parce que nourrir des alevins, ça nécessite quand même de sacrées productions de copépodes. Hein. Là, ils mangent quoi, là? Tu vois, sur cette vidéo? Alors là-dessus, donc là, il y a un mélange il y a du copépode, de la larve de copépode, il y a du brachion et il y a des ciliés, donc avec 3 ou 4 souches de ciliés différentes et du biofloc. Et il faut c'est quoi les ciliés? Alors les ciliés, tout le monde connaît la paramécie, c'est le cilié d'eau douce, qui est le plus connu. C'est donc l'équivalent, donc c'est un petit unicellulaire. Alors, les ciliés marins, il y en a des quantités gigantesques et avec des formes les plus terribles. Puis, moi, j'en ai vu qui étaient triangulaires, coniques et tout, des trucs qui vont à toute vitesse, des trucs qui vont très lentement et tout. Donc, ce sont des animaux qui vont se déplacer par des battements de cils. C'est pour ça qu'on les appelle les ciliés globalement. D'accord. Et donc, c'est vraiment une très, très petite nourriture. Mais ce que m'a toujours dit Alain Dudé, c'est que le problème du cilié, c'est que ce n'est pas appétant. Et il me dit, ah bah oui, mais c'est une bonne nourriture, mais ce n'est pas appétant. Et donc, peut-être qu'on a trouvé un bout de réponse à cette question-là à travers le biofloc pour les rendre appétants. Donc ça, il faut qu'on en discute avec Alain. Il est parti. Il y a des grandes discussions en vue. Ouais. Il faudra que tu l'appelles parce que là, il s'est barré. Il a dû aller se coucher, le vieux. Là. Oh bon, le pauvre petit. Xavier? Ouais.
Alors, Non, je n'ai pas de question là. Je réfléchis. Tu peux nous mettre ta Mysis Praunus en bas, le gros plan, ta Mysis Praunus en gros plan, ça va montrer un peu du Mysis. Vudermanie, celle-là. Oh, ok. Voilà, donc ça c'est le gros Mysis. Donc, c'est un Mysis qui va faire jusqu'à 3 cm de longueur. Tu peux presque manger celui-là, non? Alors, celui-là, on prévoit de le faire pour les apéritifs, on le fera en tartine. Ouais. Oui. Et les hippocampes, ils mangent ça? Alors, les hippocampes, ils mangent ça. L'avantage, c'est que même un gros Mysis, quelquefois, quand on les pêche, il y en a encore une espèce qui est plus grande, qui va faire jusqu'à 4 à 5 cm. Ça ne les gêne pas de se mettre à deux sur un Mysis parce qu'ils arrivent à le couper en deux. Et donc, ils partagent moite-moite. Donc, la carapace est souple. Et donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et au niveau nutritif, c'est une petite merveille, le Mysis. Hein, c'est quand même… un hippocampe adulte, normal, machin, il en mange combien par jour, ces trucs-là? Un paquet. Un sacré paquet. À mon Et avis, il passe sa vie à manger, quoi. Ah oui, il passe sa vie à manger, donc dans la journée, il va s'en manger une centaine sans problème. En fait, mais ce qu'il y a, c'est que sur la centaine, il en aura bousillé combien qu'il n'aura pas mangé complètement ou des trucs comme ça. C'est le problème de l'hippocampe, c'est un gros gâcheur. Mais il a un métabolisme accéléré. Il a un métabolisme qui fait qu'en fait, il ne peut jamais emmagasiner quoi, en fait, de la nourriture. C'est un tube digestif ambulant, quoi, en fait. Tout à fait, c'est un tube digestif ambulant, un tube digestif court et primitif. Donc, il n'a pas un gros rendement en digestion. Il a un très mauvais rendement parce qu'il ne peut pas marcher, étant donné qu'il aspire. Hein. C'est donc avec l'aspiration se fait par l'ossioïde, grâce à l'ossioïde sous la tête, qui va permettre de créer le bit d'aspiration. Mais donc, quand il aspire, il bousille le Mysis, il en mange la moitié seulement. Et quand il va le digérer, il va en digérer encore que la moitié. Donc, il y a beaucoup de gâches, quoi. Et donc, beaucoup de pollution résiduelle. Voilà. Tiens, tu peux nous mettre les images des petites, les avant-dernières, les Virdomanies. Ok. Alors justement, est-ce que le fait d'avoir, on va dire, plusieurs Virdomanies, ça génère des larves, malgré tout? Est-ce qu'elles peuvent être mangées par les hippocampes? Est-ce que c'est vraiment une nourriture intéressante ou c'est tellement faible en quantité qu'en fait, ça n'a aucun intérêt? C'est une excellente nourriture, c'est-à-dire que toute ponte de Virdomanie qui se passe dans un bac à hippocampe, c'est la joie du matin, ça. Ça, c'est impeccable. Donc là, on est en train de préparer, donc on a une cuve de 600 litres là qu'on est en train de préparer avec un aquarium spécialement au-dessus préparé pour récupérer en automatique les larves. Tout va être automatisé et donc on va pouvoir récupérer toutes les larves de crevettes. Donc on va refaire de la Virdomanie, mais on fera aussi d'autres crevettes, des locales. Là, on a été empêché aujourd'hui dans les bassins. Pour en remettre à grainer et puis relancer de la reproduction. Vos Vudermanies, elles sont destinées à la vente ou à nourrir les hippocampes? Alors, elles sont destinées à la vente quand on les fait grandir et les milliers qu'on ne fait pas grandir, c'est du casse-croûte. Et vous les avez bien dressées pour bouffer les aptasias? Alors, normalement, elles sont à peu près bien éduquées. Elles mangent les aptasias, mais elles mangent les petites. C'est-à-dire quand on voit des gars qui disent « j'ai un bac qui est plein d'aptasias, je mets des Virdomanies dedans », ça ne marchera pas. Les Virdomanies, elles vont manger les petites aptasias qui vont se développer, mais elles ne vont pas s'attaquer à s'il y a 50, 60 aptasias dans le bac, ça va un peu les décourager et puis elles ne vont même pas s'y attaquer, quoi. Donc, effectivement, ça marche si on met des Virdomanies avant d'avoir les aptasias. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est ça le problème. En fait. Alors, moi, j'ai plusieurs questions quand même, malgré tout. Alors là, au niveau de la maintenance des hippocampes, on n'a pas parlé de la partie maladie. Et notamment, moi, je me rappelle, il y a 25 ans, avoir lu pas mal de documentation sur la maladie qui s'appelle le gas bubble. Alors, j'ai un anglais catastrophique. Hein. C'est gas bubble disease. Oui. Est-ce qu'on a trouvé des traitements depuis? Est-ce qu'on sait la cause? Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler, Jérôme, tout simplement? Alors, gas bubble disease, il y a deux choses là-dessous. Il y a d'une part des bulles de gaz qui se forment sous la peau, sur la queue des hippocampes. C'est quelque chose qu'on a eu à une certaine époque. Et globalement, je dirais que c'était lié à une époque où on n'avait pas une filtration qui était suffisamment puissante. Donc ça, globalement, c'était la qualité d'eau, c'était dans nos débuts. Et à l'époque, on avait discuté avec des vétos et tout, et qui nous ont dit commencer par augmenter le volume d'eau. Donc, on a mis un bac de 1000 litres à côté pour pouvoir faire du volume d'eau. On a créé notre premier filtre de 400 litres sur le côté des hippocampes, parce qu'à l'époque, on était dans le sous-sol. Enfin bon, c'était…
un peu catastrophique comme installation. Et on n'avait pas une bonne qualité d'eau. Et globalement, est-ce que ce n'était pas ça qui créait ce problème? Donc, ces bulles-là, je ne sais pas comment elles sont créées. Les Anglais, eux, traitent par un produit donc, qui sert pour justement régler les problèmes, entre autres pour les gars qui vont je pense, faire de l'ascension, des choses comme ça. C'est un problème de pression, en fait. Alors, c'est un problème, de toute façon, obligatoirement, c'est un problème de rapport de pression gazeuse, c'est certain. Donc, pourquoi l'hippocampe a du gaz dans son circuit sanguin? J'en ai pas la moindre idée. Ça a une vessie natatoire, les hippocampes, j'imagine. Ça a une vessie natatoire, mais ça n'a rien à voir avec la vessie natatoire. Ah, non. C'est des bulles qui se créent sous la peau, c'est pas dans la vessie natatoire. Alors, après, un hippocampe peut avoir des problèmes de vessie natatoire, mais ça, on en a eu qui ont eu des problèmes de vessie natatoire. C'est la vessie natatoire, au bout d'un moment, comme ça arrive sur certains poissons, tout d'un coup n'est plus fonctionnel. Et là, malheureusement, on ne peut rien y faire. Là, l'hippocampe, il est au fond et puis il ne peut plus se gérer, se maintenir verticalement. Donc ça, c'est de la vessie natatoire, ça ne se règle pas. Et par contre, il y a une troisième chose pour les bulles, et que ça, c'est très courant, et ça nous arrive, j'en ai eu un problème ce soir, c'est des bulles dans la poche du mâle. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, l'hippocampe flotte en surface, c'est un mâle, et on voit bien que c'est sa poche qui le fait remonter. Et ça, c'est quelque chose de courant chez l'hippocampe. L'hippocampe doit normalement, régulièrement nettoyer sa poche. Donc, on doit le voir qui se plisse, qui ouvre sa poche, qui la ventile, qui la nettoie bien et tout. S'il ne le fait pas régulièrement, il lui arrive des ennuis. Et là, on en a un qui ne l'a pas fait, il a oublié de nettoyer sa poche et il s'est pris du gaz dans la poche. Surtout, il ne faut pas percer. Donc, j'ai un protocole que je diffuse régulièrement, j'ai diffusé à des Américains, j'ai diffusé à plein de gens et tout, où avec un petit compte-gouttes, on va souffler sur l'ouverture de la poche pour gonfler la poche. Donc ça, ce n'est pas du tout invasif ni quoi, on ne l'abîme pas, il n'y a pas de problème. Et ça va bien l'enquiquiner et il faut qu'il la vide, sa poche. Donc, il va la revider quelquefois 1 heure ou 2 après, ça peut attendre. Et puis, on recommence à gonfler et tout. Et puis, il va finir par la vidanger. En l'aidant, en le massant un petit peu, quelquefois, ça peut aider. Et puis, tout d'un coup, on voit bien qu'il y a des bulles. Et souvent, quand les bulles ressortent, il y a un jus blanchâtre qui vient avec et tout. Et c'est ce jus-là qui a dû provoquer les gaz dans la poche. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est un jus? C'est une infection? Non, ce n'est pas une infection, c'est que c'est un petit sac dans lequel vous n'avez pas nettoyé le fond du sac. Eh bien, il y a des choses qui se passent. Hein. Donc, c'est une poche. La poche est très vascularisée à l'intérieur et tout. Et donc, il faut qu'ils entretiennent leur poche. Et ça n'arrive pas après qu'ils aient eu des alevins dans la poche? Ça peut être 3-4 alevins qui sont restés au fond de la poche. Allez, voilà. Et puis ça, c'est fatal, ça va pourrir. Donc, c'est parce qu'il n'a pas bien nettoyé sa poche. Et on peut lui réapprendre à nettoyer sa poche uniquement en la regonflant avec un petit compte-gouttes délicatement. Et ça marche très, très bien. Tu n'as pas une vidéo de ça, toi, ça? Non? Non, malheureusement, je n'ai pas de vidéo de ça. Ah, et puis, je n'ai pas pensé à prendre les photos. J'ai des photos du petit compte-gouttes et tout ça, je ne les ai pas prises. Là. OK. Et alors, par contre, ce qui est important, c'est peut-être de préciser en fait, aux personnes qui nous écoutent l'importance de la poche du mâle. Et, à quoi ça sert? Parce qu'on n'en a pas parlé, en fait. Ah bah oui, on n'en a pas parlé. Donc, l'hippocampe, c'est quand même un cygnate. Hein, donc, il fait partie de la famille des cygnatidés. Et les cygnatidés sont les seuls vertébrés qui ont donc résolu le problème de l'accouchement. C'est-à-dire que les femelles ont résolu le problème. Elles pondent. Elles vont pondre leurs œufs dans la poche du mâle. Donc là, il faut qu'elle soit très, très douée parce que c'est quand même pas facile. Il faut que le mâle ouvre sa poche. Hein. Donc, on doit avoir, tu dois avoir un petit, justement, en haut, accouchement. Donc, si tu prends le accouchement PowerPoint et puis derrière, tu prendras les photos de l'accouchement. Donc, si tu peux mettre l'accouchement PowerPoint. Donc là, on voit bien les mâles. Donc là, sur la gauche, on voit une femelle en bas, 2 mâles au-dessus et qui sont en train de parader et tout. Et il y en a un qui est un peu plus branleur que l'autre et qui m'a bien gonflé sa poche pour montrer à la femelle qu'il a la plus grosse poche. Et donc, c'est normalement celui-là qu'elle devrait choisir pour pondre. Sur la photo de droite,
Tu vois le mâle qui est en train de plisser sa poche, donc il la prépare. Hein, le mâle est à gauche. Il est en train de la préparer pour pouvoir présenter sa poche ouverte à la femelle. Vas-y, clique. Et voilà, donc ça, c'est la ponte. La femelle à gauche. Le viducte de la femelle est sorti et elle est en train de déposer les œufs dans la poche du mâle. Vas-y, clique. Voilà. Alors ça, par contre, ça, c'est une ponte ratée. Les œufs sont tombés par terre. Alors, on ne sait jamais si c'est de la faute du mâle ou de la femelle. Pour l'instant, on ne dira pas. 50-50. Hein, on ne va pas s'avancer. Voilà. Vas-y, clique. Voilà. Donc ça, un joli petit mâle avec sa petite poche bien pleine. Les œufs, ils sont fécondés dans la poche? Oui, les œufs sont fécondés dans la poche, c'est-à-dire que la femelle pond ses œufs, le mâle va féconder, va agiter le tout, bien agité et tout, et à ce moment-là, les œufs sont fécondés dans la poche et il va les conserver pour les espèces exotiques une quinzaine de jours. Pour les espèces locales, ça peut aller jusqu'à un mois. Vas-y, clique. Alors voilà, donc le petit mâle bien gonflé et tout, et voilà, ça c'est l'accouchement, donc il va donc lâcher ses petits. Vous, quand vous voyez donc, le problème de gas bubble disease, là, au niveau de la poche, c'est uniquement chez les mâles. Ah bah oui, puisque la femelle n'a pas de poche. Donc, tu ne peux pas avoir d'histoire de femelles qui vont gonfler à cause et qui vont flotter à cause de bulles dans la poche. Ça c'est sûr. Quand vous voyez quand tu as des mâles gonflés comme ça, enfin, tu sais qu'il y a des alevins, des bébés, vous les isolez en attendant l'expulsion? Non, nous, on ne les isole pas. Par principe, tous nos aquariums sont faits pour pouvoir recevoir les petits. Les grilles de sortie sont suffisamment fines pour avoir les petits. Et normalement, s'ils sont sympas, ils vont accoucher en début de matinée, donc au moment où on arrive. Et donc, on récupère les alevins dans l'aquarium. Alors surtout, par contre, les alevins, il ne faut pas les sortir de l'eau. Donc, on les récupère plutôt avec un verre dans un coin calme de l'aquarium, normalement, toujours dans le même angle. On retrouve toujours les alevins qui sont attirés par la lumière et tout. Donc, on sait dans quel… Donc, vous prenez 30 ou 40 alevins. Voilà. Ils vont dans un bac particulier et là, vous commencez à biberonner alors. Voilà, exactement. Donc, on démarre, nous, toujours dans des petits bacs de 5 litres. Tu dois avoir… voilà, regarde, prends Alvin. Mets-nous l'accouchement d'abord, tiens. Voilà, tu nous mets l'accouchement. Vas-y, tu mets le petit film. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est les alevins, donc après l'accouchement. Et puis, tu mets le petit film accouchement. Alors, ça c'était un Zostera qui est en train d'accoucher. Donc là, on voit le bébé qui est très, très beau. On va remettre. Bah oui. Voilà. Vas-y, mets-nous la vidéo accouchement. Alors, hop, vidéo accouchement erectus. Voilà. Très bien. Ça sera très bien. Voilà. Donc là, et voilà, il balance tout. Donc il faut qu'il se tienne, hein, parce que après il se lâche éventuellement. Voilà, alors là, voilà, ça balance et tout. Et là, donc, il y en a 3 à 400. Là, il y en a 3 à 400. Sur un bon mâle comme ça, il va en avoir fait 3 à 400. Là. Ok. Et ça veut dire que la femelle a mis 3 à 400 œufs ou il y a de la perte? Non, non, il n'y a pas de perte. C'est-à-dire qu'elle, tout ce qu'elle a mis, normalement, va être poussé à terme. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Et après, pour les élever, est-ce que tu passes toutes les espèces ensemble? Est-ce que tu utilises je crois qu'on appelle ça les créciles? Les crécelles. Voilà. Oui, dans certains, on en a. Ça va dépendre des hippocampes. Pour de l'erectus, ce n'est pas nécessaire. Sur du Redi, ça peut être plus intéressant parce qu'il est petit à la naissance, il est plus petit à la naissance, donc quelquefois un peu plus compliqué. Il y a des espèces sur lesquelles ça peut être plus intéressant, oui. Là, quand il y a une ponte comme ça, Xavier, excuse-moi. Pour les personnes qui nous écoutent, en fait, le principe du crécile, c'est comme avec la méduse, on va dire. Oui, c'est ça, à la base. Avec la méduse. Donc, c'est quelque chose de circulaire où, en fait, il n'y a jamais d'eau, comment expliquer ça? Je n'arrive pas à trouver le terme. Il n'y a pas d'eau stationnaire. Voilà. Il n'y a pas d'eau stationnaire, mais alors tout le système, parce que pour les méduses, c'est relativement simple d'avoir des grilles qui permettent de ne pas avaler les petits. Pour de l'hippocampe, ce n'est pas nécessairement si simple que ça. Il faut avoir des grilles quand même très fines. Quand elles sont fines, elles se colmatent. Enfin bon, c'est pas toujours facile à gérer. Mais on a des crécelles, nous, qui tournent bien. Des petits crécelles qui font 5 litres. Là, un particulier qui a des hippocampes dans un bac, pas à hippocampe, quoi, bon volume, bon truc, il a des pontes comme ça.
Ça peut polluer le bac et le pourrir le bac ou… Ah bah non, ça va servir, sur de l'érectus comme ça va servir de casse-croûte. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui, l'érectus, il est capable de manger ses petits. Ok. Donc, ouais, ça c'est… Et puis, s'il y a d'autres poissons dedans, tous les autres, ils vont les manger. Hein. Tiens, ça, c'est un bac d'Alvin. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est les petits bacs de 5 litres. Donc, voilà. Un bac de 5 litres, un petit bulleur central qui permet d'avoir une agitation et qui permet des grilles de sortie qui font 150 microns au démarrage. Et puis après, progressivement, on monte jusqu'à… Alors, voilà, ceux-là, ils ont 3 semaines. Ceux-là, ils ont 1 semaine, quelques jours à gauche, 1 semaine et demie au milieu, et puis 3, bah oui. Et la taille adulte, c'est quoi? C'est 1 mois, 2 mois? Pour atteindre la taille adulte, ils vont mettre, les mâles vont mettre à peu près 1 an, les femelles un peu plus. 1 Les an. Mais ça femelles sont grandit quand même toujours très plus vite au petites. départ, non? Hein? Ça Oui, grandit au très départ, vite au départ. ça grandit vite quand même. Hein. Au départ, oui, ça grandit vite, Et alors après, surtout ça si se on calme vaut bien au vachement, alors. copépode. Et après, c'est plus long. Ah ouais, parce que 1 an, j'étais étonné parce que vu le début de croissance. Non, non, jusqu'à 5-6 mois, à 5-6 mois, vers 4 mois, les premières poches vont apparaître. On a des petits mâles qui vont avoir des poches qui apparaissent. Quelquefois, il y en a même qui commencent à faire des petits. Ils ont quelquefois un peu plus de 4 mois, pas plus. Hein. Mais ils en font quelques-uns, ils font quelques petits. Ok. Par contre, après, pour atteindre une taille de 19 cm, c'est beaucoup plus long. Est-ce qu'il y a entre les différentes espèces, il y a des différences de taille Oui, importantes? oui, oui. Et il y a des gros hippocampes, des petits hippocampes, des… Alors, le plus grand des hippocampes, c'est l'abdominalis. Alors, nous, on ne l'aime pas parce qu'on le trouve très moche. C'est celui qui a un Je suis très, très d'accord. gros abdomen. Bon, mais il fait des grands alevins. C'est vrai qu'il est très intéressant pour les aquariums publics, mais il faut des bacs qui vont faire 3-4 000 litres pour pouvoir les maintenir correctement et tout ça. Par contre, là, il faut y aller en nourriture hein, parce que c'est des très gros mangeurs. Hein. Mais bon, nous, on ne l'aime pas d'un point de vue esthétique. Et puis après, il y a des plus petits hippocampes. Il va y avoir l'hippocampus hippocampus, hein, qui est un local qui va faire 10 cm, 10-12 cm. La com, c'est pareil, c'est un 8 à 10 cm. C'est un petit hippocampe. Donc, il faut qu'on récupère, nous, des petites espèces. Donc, par contre… Erectus, c'est 19. Reidi, ça va être aussi 19 sur les grosses espèces. Il y en a aussi des plus petits, donc ça dépend. S'ils sont brésiliens du sud, c'est des gros. S'ils viennent des îles, ils vont être plus petits, généralement. D'accord. Les paramètres de l'eau pour les hippocampes, c'est des paramètres récifaux en principe. Paramètres poisson, paramètres bac à poisson, c'est-à-dire que bon, il faut une bonne qualité d'eau. Un peu de nitrate, c'est pas gênant. Un peu de phosphate, c'est pas gênant. Bon, il faut essayer de pas taper Voilà, trop en parce que phosphate. quelqu'un demande, c'est possible de relier un bac à hippocampe au bac principal, quoi. Je veux dire, si… Ouais, Ça va polluer, hein, je pense. Hein. Non? potentiellement, sauf que voilà, c'est ça, c'est le bac à hippocampe qui va avoir plutôt tendance à polluer. Ouais. Nous, on tourne. Alors, moi, je tourne toujours avec des UV sur les bacs. Quand on introduit des poissons, mais ça, c'est valable pour moi d'un point de vue général, quand on introduit des poissons, l'UV tourne 24 heures sur 24. Et puis après, on va avoir des UV qui vont tourner quelques heures par jour. Ça permet quand même d'améliorer la qualité de la qualité. Ouais, les hippocampes sont sensibles aux maladies genre oïdium et compagnie? C'est un truc qu'on connaît pas du tout. Vous Toutes l'avez les jamais vu? maladies courantes des poissons, on les connaît pas. On D'accord. a eu historiquement, quand on était dans notre sous-sol, qu'on n'avait pas une bonne qualité d'eau, où je marchais avec pas assez de changement d'eau, on était en eau synthétique à l'époque uniquement et tout, puis j'étais pas optimum. On a eu des problèmes de maladies à l'époque qu'on n'a jamais pu régler avec des traitements et trucs comme ça. Et les vétos nous ont dit bah, augmenter les volumes d'eau, améliorer la qualité d'eau, et puis ça s'est réglé de soi-même. Et là, globalement, nous, on n'a pas de problème de maladie. On peut avoir des problèmes sur un hippocampe, on perd des hippocampes, par contre, s'il se blesse. Ça, c'est un truc, un hippocampe qui se fait percer la peau, c'est un hippocampe qui est foutu. On a eu des amboines qui ont des amboniensis hein, qui ont simplement voulu nettoyer un hippocampe, qui ont fait un trou dedans, et ben c'est foutu. De toute façon, le trou dans la peau, ça s'est aggravé et il est mort. Okay.
Donc, les crevettes nettoyeuses, ça pose un problème. Par Oui. contre, les crevettes comme les Widermanie, ça ne pose pas de problème. Non, une virdemanie a jamais touché, on n'a jamais eu une virdemanie qui a touché un hippocampe. OK. Donc Par contre, on a des virdemanies, 10, on peut avoir 5, 6, 10 virdemanies, nous, dans les bacs. OK. Non, ce qui est embêtant, donc, c'est les vers de feu et tout ce qui est urticant, Ah oui. hein, c'est ce qu'a dit Jérôme. Vers de feu et puis anémones en tout genre et coraux urticants, ça c'est fatal vite fait. Oui. Okay. Tout ce qui est coupant et tout ce qui est piquant. Un des trucs aussi qui nous pose problème, c'est ces tout petits vers qui font des petits supports calcaires et qui ont une petite pointe qui dépasse. Les vermets. Hein, ouais. Les Et bien vermets. ça c'est dangereux pour un hippocampe parce que cet imbécile-là, il vient là-dessus, il a peur tout d'un coup, par exemple, et il se serre brutalement là-dessus. Et ça, c'est un truc qui est fatal. Ça lui abîme la peau et nous, ça peut être une cause de… Ça, par contre, ça peut être une cause de perte chez nous. Mais donc, ça veut dire que si tu veux, le fait d'introduire des pierres vivantes, quand même, c'est un peu risqué d'introduire, on va dire, des pathogènes, quoi. Que ce soit des vermets, des vers de feu, ce genre de choses. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'utiliser des pierres vivantes dans un bac à hippocampe? Alors, attention, il ne faut pas que tu confondes pathogène avec vers et tout ça. Il ne faut pas mélanger, ce n'est pas le bon terme. Hein. Pathogène, ça concerne effectivement bactéries pathogènes. Donc ça, c'est autre chose. Mais avec des nuisibles, oui, les nuisibles, le problème, c'est qu'effectivement, avec des pierres vivantes, tu introduis des nuisibles. Donc, si tu as vraiment de la pierre vivante fraîche et tout, eh ben, on peut avoir n'importe quoi. On a eu des gars qui nous ont appelés, et puis, parce qu'ils avaient des crabes, simplement, dans leurs pierres. Ça, c'est mortel. Bon, c'est le truc qui est difficile. Donc, le mieux, effectivement, c'est de démarrer de démarrer avec des synthétiques et des choses comme ça. Ça sera sûrement beaucoup plus facile. Bon, nous, je sais qu'on a quand même, malgré tout, on a encore des vers de feu qui peuvent se balader dans des bacs, ça nous arrive et tout, et on vérifie. Surtout, on a des décors extrêmement mobiles. On a les aquariums publics qui avaient fait des décors fixes. Et un jour, les hippocampes ont commencé à disparaître brutalement. Ils ne comprenaient pas pourquoi. On a dit, attendez, il y a un problème et tout. Ils ont sorti les hippocampes. Ils ont mis l'aquarium en eau douce et ils ont sorti de là-dedans des vers de feu qui faisaient 10 cm qui sont sortis des pierres. Mais techniquement, ils ne pouvaient pas démonter leur décor. Et ben, on voit souvent des hippocampes dans des herbiers, que ce soit des herbiers tropicaux ou dans l'Atlantique. Est-ce que c'est possible de reproduire ce biotope en aquarium? Alors, les herbiers de Posidonie en aquarium, j'ai essayé, j'en ai récupéré et tout, j'ai jamais réussi. Il y a quelques aquariums publics qui arrivent à maintenir un peu de Posidonie et tout, mais bon, c'est pas facile. C'est vrai que ça serait extraordinaire, mais les vrais herbiers, non, c'est pas facile. Ok, mais les colerpes? Alors, colerpes. Donc, colerpes, ça, moi, j'en ai en quantité. J'ai 3-4 espèces de colerpes actuellement. Donc ça, oui, on peut en mettre en très grosse quantité. Par contre, dans de la colerpe, il ne va pas être très coloré. Il va plutôt être sur des brins. C'est pour ça qu'on force plus sur les algues rouges. Tu peux mettre dans les photos, on doit avoir une série d'algues rouges, là, la 55, 81, 82, 83. Donc ça, c'est une Aliménia. Donc j'ai 2 Aliménia, j'en ai 3, mais il y en a une que je ne peux pas diffuser parce que tellement elle est fragile. Donc ça, c'est une Aliménia, c'est une superbe plante, une superbe algue, mais bon, qui est très intéressante en aquarium, qui est très jolie. Elle est tropicale ou elle est atlantique? Bonne question. Mais elle tient en fait en aquarium dans les températures tropicales? Elle tient les températures tropicales. Je ne te dirais pas, je ne sais pas trop d'où elle vient exactement. On a récupéré tellement de trucs un peu partout. Alors ça, c'est du tropical. Ça, c'est Botryocladia. Donc ça, c'est du tropical. Alors c'est une algue qui est marrante parce que c'est une algue qui a des petites boules et elle a un cycle où elle perd ses petites boules. Cet hiver, cet été. Au moment où on a déménagé, on avait perdu toutes nos petites boules. Et puis là, elle est repartie à fond et elle nous en refait bien. En octobre, elle a déconné sur ses petites boules. Et puis après, on a Gracilia, donc, qui est une superbe petite algue qui, elle, s'accroche facilement sur les supports et fait un très, très bon support pour les colonies de petits copépodes et de choses comme ça dans des réfugiums. Donc, c'est des très belles algues, ça. Ça, quand tu dis on a ci, on a ça, à terme, vous allez les diffuser alors? Oui, tout à fait. Notre but, c'est de pouvoir vendre des algues. Donc, on a 4 algues vertes et 5 algues rouges. Oui. Pour l'instant, c'est en vente sur le site ou pas encore? Celle-là, ça y est, on est bien en reproduction Gracilia, ça y est, on commence à en vendre.
Les autres, on n'a pas encore réussi à remonter notre niveau de stockage suffisamment. Ok. Pour maintenir ces algues, bon, j'imagine qu'en termes de nitrate phosphate dans un bac à hippocampe, c'est pas un problème. Non. Par contre, tout ce qui est oligo-éléments, est-ce que c'est nécessaire d'en rajouter ou pas? Non. Non. Non, Ok. non, moi, j'en rajoute pas. Non. Ok. Non, non. Alors, les algues rouges, par contre, l'avantage, c'est qu'elles sont elles ont besoin de peu de lumière. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des très, très gros éclairages pour avoir des algues rouges. Elles demandent beaucoup moins que les algues vertes. Autre avantage, toutes ces algues rouges sont lavables à l'eau douce. C'est-à-dire, quand on a un petit souci, s'il y a des vers de feu dedans qui se mettent et tout ça, on peut les prendre, les passer sous le robinet et on les remet dans l'aquarium, il n'y a pas de problème. Faites pas la même chose avec les colerpes, vous le ferez qu'une fois. Mais les algues rouges, elles supportent très, très bien l'eau douce. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai des questions par rapport à l'hippocampe, le Zosterae, qui pour moi est un hippocampe mythique, parce que j'ai toujours rêvé d'en avoir. Hein. Il vient de Floride, hein, tu me dis si je me trompe, ou du golfe du Mexique, je ne sais plus. Voilà, golfe du Mexique, oui. Est-ce que tu peux nous en parler, de sa maintenance, de qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir en fait cet hippocampe, qui est un hippocampe de toute petite taille, je crois qu'il fait entre 2 à 3 cm. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est un tout petit hippocampe, donc c'est un hippocampe très fragile qui ne va manger que du vivant. Hein, le congelé et tout, du copépode congelé, il va pas aller voir dessus ce qui s'y passe et tout. C'est pas son truc. Il y en a qui disent qu'il y va. Bon, peut-être qu'ils vont en prendre quelques-uns, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut des copépodes, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs copépodes différents parce qu'il a besoin de copépodes variés. Et ça, c'est important. Il faut plusieurs souches. C'est vraiment un enquiquineur à ce niveau-là. Il faut des petits bacs. À mon avis, pas au-dessus de 60 litres. Hein, c'est vraiment être le maximum. On peut être sur des bacs plus petits. Petite filtration avec un filtre mousse, c'est suffisant. Mais par contre, des changements d'eau tous les jours, de l'apport de nourriture vivante tous les jours, un gros entretien du bac pour ne pas avoir de saleté au fond et tout ça. C'est pour les gens qui veulent rester dans leur séjour H24. Voilà, c'est ça. Hyper contraignant. Pas un gros éclairage, pas un gros bullage non plus. Alors, surtout pas de microbules. Hein. Globalement, les hippocampes n'aiment pas les microbules. Pour les alevins, toutes les microbules sont mortelles. Hein, directement, c'est-à-dire des alevins qui ont des microbules. S'ils se coincent une microbule dans les ouïes, ils n'arrivent pas à l'évacuer. Et s'ils mangent des microbules, ils n'arrivent pas à les évacuer par les selles. Donc, c'est compliqué. Une fois qu'ils sont plus gros, s'ils mangent des bulles qui sont dans le tube digestif, ils peuvent les évacuer. Mais globalement, les hippocampes n'aiment pas les microbules. Hein, les microbules d'air, pardon, les bullages, le bullage qui est fait avec des diffuseurs. C'est surtout pas ça, quoi. Et les écumeurs, il ne faut pas que les écumeurs recrachent leurs bulles dans le bac. Alors, question. Donc là, pour. Alors, tiens, là, tu peux montrer, vas-y, remonte un petit peu. Voilà. Filtration tout autour de la pièce. Là, on va voir la pièce. Donc, ça, c'est la pièce dite de filtration. Donc, dans la pièce, voilà. Donc, là, on a le déshumidificateur, le bassin de 7000 litres. Ça, c'est la réserve d'eau qui va me servir pour les remplacements d'eau en automatique sur l'installation. Et donc, les batteries des hippocampes sont là. Voilà. Donc, là, on a 5 batteries d'hippocampes seulement pour l'instant qui ont été réinstallées. Les 5 autres ne sont pas réinstallées. Dans lequel on va avoir les grands hippocampes et les bébés qui sont sur cette zone-là. Et donc, à terme, on prévoit de construire un bâtiment qui sera spécialement pour les hippocampes avec une isolation qui sera impeccable et tout pour pouvoir maintenir la pièce à 24 degrés comme on le faisait en Normandie. Que de beaux projets, hein. Ah ben, il y en a plein de projets et tout, casse-croûte, hippocampe, automatisation, plein de choses. Donc, avenir chez l'écurie marine, commercialisation des algues, des mysis, des copépodes, des crevettes. Des crevettes, les lismata, donc oui. Et puis d'autres espèces. Donc là, on attend pour d'autres espèces d'hippocampes et tout qu'on doit récupérer auprès d'aquariums publics. On a déjà quelques contacts qui vont nous permettre de récupérer des trucs. Et les hippocampes qu'on peut voir en vente parfois dans des boutiques et tout en France, ils viennent de chez vous en majorité ou il y a de l'import de sauvage aussi? Il y a beaucoup d'imports. Hein. Donc, alors, du sauvage, après ça, je sais pas dire si c'est du sauvage ou si c'est de l'élevé.
Je sais que dans les CUDA, si c'est des CUDA de Taïwan, le gars de Taïwan, en fait, récupère des CUDA dans la nature, les fait pondre et après les élève. Mais c'est des hippocampes qui sont très, très difficiles à nourrir. Ça fait pas plusieurs générations qui sont en aquarium. Il faut compter 4 ou 5 générations en aquarium pour avoir des hippocampes qui soient dociles, donc qui soient éduqués à manger du congelé, des choses comme ça. D'accord. C'est vrai que c'est plus difficile. Mais bon, c'est sûr Moi, qu'on c'est peut de tout. la nourriture qui est le point. Il faudrait trouver une croquette que bouffent les hippocampes, en fait. Ah bah, une croquette à hippocampe, ça serait impeccable. Hein. On a essayé avec des gars qui font des trucs pourtant qui sont appétants et tout. On a eu un gars, un Espagnol, qui nous a fait des nourritures qui ressemblaient à des œufs, mais comme des œufs de crevettes. Alors qu'il nous mange les œufs de crevettes, il ne mangeait pas ces petites boules-là, qui étaient de la même taille, qui étaient pareilles et tout, mais il ne les mangeait pas. Par contre, quand ils pondent par terre, ils mangent leurs œufs. Ça ne les gêne pas. Ah ouais, non, ils sont. Pour la bouffe, ils sont un petit peu pénibles. Hein. Ils sont un peu pénibles. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est des hippocampes qui actuellement ont 4 mois. Là, ça sera les prochains qu'on va pouvoir vendre d'ici un mois. D'ici un mois ou deux, ceux-là, ils vont être vendables. Ils commencent bien à attaquer le congelé. Ça y est, ils ne sont pas encore tout à fait éduqués, mais ils vont bien. Pour la vente, vous êtes distribué dans les boutiques un peu partout ou c'est sur correspondance? On a des boutiques qui nous en prennent, mais à la limite, on en a plus qui partent à l'export pour l'instant. On a qui partent sur l'Espagne, sur la Belgique et puis sur la Suisse. On a des boutiques qui nous en ont pris aussi en France. Le problème qu'on a, c'est surtout le transport. Il n'y a que France Express, et qui est hors de prix. Au niveau prix, c'est une horreur. Le nouveau contrat qu'on va avoir chez France Express, on est 1,5 fois plus cher que ce qu'on avait en Normandie. Donc, ça va faire très mal. Ouais. Et autrement, les particuliers peuvent vous acheter des hippocampes directement sur le site? Alors, ils peuvent nous acheter directement, donc en nous contactant et tout. Donc, on fait de l'expédition pour des particuliers aussi. Mais beaucoup de particuliers préfèrent venir les chercher pour voir, voir un peu comment on fonctionne et tout. Puis, ils en profitent pour repartir avec des algues, des copépodes et des hippocampes. Ok. Je regarde s'il y a des questions. Ah bah oui. Pas a priori. Alors, attends. Il y a une question, mais bon. On va résumer un petit peu. La personne qui veut des hippocampes, il lui faut un bac entre 100 et 200 litres. Hein, c'est ça? L'éclairage, on s'en fout plus ou moins. Oui, après, c'est plus une question de choix esthétique qu'autre chose, oui. Voilà, le brassage, il va être assuré uniquement par la remontée. Ouais, parce que les pompes de brassage, il faut mettre des caches autour pour les protéger mécaniquement, c'est compliqué. Oui. D'accord. Le sol, du sable décoratif, c'est-à-dire un petit centimètre. Alors surtout, par contre, surtout pas les morceaux, des gros morceaux dans lesquels les mysis vont pouvoir se planquer et puis pourrir. Donc, pas du merle, pas d'une grosse granulométrie en fait. Ouais, okay. Pas des très grosses granulométries, plutôt des granulométries fines et éventuellement avec plutôt une zone où il n'y a pas trop de sable, qui est la zone où on donne à manger. Ou alors, on met des mangeoires. Le décor, des racines et des trucs pour qu'ils puissent s'accrocher. Des algues, éventuellement des chaînes en plastoc, des machins pour qu'ils s'accrochent. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. Et puis, des algues rouges. Des algues rouges. Des algues rouges, des décors violents, un fond bleu à l'arrière de l'aquarium, ça aide bien aussi, à première vue, ils aiment bien. Ouais. Donc, oui. Et puis après, prendre des hippocampes qui mangent du congelé. Voilà, des hippocampes qui sont éduqués au congelé et puis avoir une bonne qualité de nourriture de congelé. Donc, on donne principalement du mysis, on donne de l'artémia congelé, bien sûr, aussi un petit peu. Hein. Et puis, éventuellement, un peu de krill. Hein. Quand on tombe sur du petit krill, c'est pas mal non plus. C'est une très, très bonne nourriture. Ah oui, autrement… Tu as une marque de krill à conseiller? Non, pas spécialement. C'est le krill Pacifica, je crois, le plus petit. Ok. Hein, et autrement, vous allez distribuer aussi la souche de copépode trio machin là. Tigriopus, oui, on va diffuser. Voilà. Et quelqu'un qui se pointe chez vous, qui dit ouais bonjour, je vous ai vu sur mon ordi l'autre soir et tout. Est-ce que je peux visiter vos installs? Vous lui offrez un café ou vous lui dites fous le camp? Alors, on n'est pas établissement ouvert au public.
D'accord. Donc ça, très clairement, on n'est pas ouvert au public, donc on n'est pas censé recevoir des gens en permanence et tout. Par contre, donc visite sur rendez-vous, il n'y a pas de problème. Ça, et les gens, ils appellent avant et tout. Bon, déjà, quelquefois, pour nous trouver, bon, quoique maintenant, ça y est, si on tape écurie marine, ça répond bien et ça nous localise. Mais globalement, non, les gens ne viennent pas comme ça à l'improviste. Non, mais enfin, sur Et on n'est rendez-vous, pas ouvert quoi, au public. évidemment. Hein. Sur C'est clair. rendez-vous. On n'est pas établissement ouvert au public. D'accord, mais sur rendez-vous, éventuellement, c'est Sur possible. rendez-vous, il n'y a pas de problème. Génial. Écoute, Xavier, tu as d'autres trucs à demander? Écoute, non, puis sinon je contacterai Jérôme un jour. N'hésite pas, il n'y a pas de problème. Bon, Jérôme, je te remercie beaucoup. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Ah il est parti. Il est là? Ouais. Donc, ça fait, écoute, ça fait un peu plus d'1 h 30 qu'on parle. Tu vois, c'est un bon. Et j'ai pas vu le temps passer. J'espère que la soirée t'a plu. Oui, moi j'ai trouvé ça très très bien. Donc C'était très sympa. La vidéo sera sur YouTube. Je me ferai un plaisir de t'envoyer le lien de la vidéo. D'accord. Ça vous fera des souvenirs pour vos vieux jours. Et puis, c'était une super rencontre. Je suis très content d'avoir bavardé avec toi. Ouais. Voilà, et puis s'il y a des gens qui ont besoin de renseignements, de choses et tout, on est ouvert. Et puis s'il y en a qui viennent dans le coin, ils pourront venir nous voir. Et n'hésitez pas à passer nous voir quand vous venez sur la zone de La Rochelle. Il y a pas de problème. Madame s'appelle Christine. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un, là, c'est qui dit ça? Vous devez le connaître, Tater Jodria, qui dit on en apprend toujours. Merci Jérôme et Christine. Voilà, donc voilà. Bon, merci Christine, sympa. On l'entendait derrière aussi. Oui, elle est toujours là. C'est elle qui s'occupe surtout des hippocampes et tout. Moi, je m'occupe beaucoup plus de la partie casse-croûte. Ouais. Même si c'est moi qui suis capacitaire. C'est elle qui biberonne les alevins, non? Donc voilà, c'est elle qui s'occupe de tous ces bébés et tout, et qui me dit toujours qu'elle n'a pas assez de nourriture vivante, qu'elle n'a pas assez de ceci. En tout cas, c'est vraiment génial de partager une passion comme ça. Il faut que ce soit une passion, sinon c'est pas jouable. C'est sûr. Merci à vous deux. Et puis si un jour je viens en Vendée, je ne manquerai pas de vous prévenir. Pas de problème. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Passez une bonne soirée. Xavier, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Eric. Et à bientôt, Jérôme. Bonne soirée. À très bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Salut, au revoir. Au revoir.